Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Ai-je besoin d'un temps le présenter? Ah, vous l'avez attendu cette deuxième vidéo? Eh bien, vous l'avez. Réunion de Ligue dissoute, Papacito Rougeron tome 2. Donc, je remercie nos camarades d'Omerta pour les studios, parce que je remercie également les camarades de la technique. Et surtout, je remercie mon camarade et invité Papacito d'être ici avec moi. Et ça me fait très plaisir que là, on profite d'un de tes crochets dans le Mordor pour pouvoir discuter tous les deux. Alors, comment ça va? Ben écoute, c'est moi qui te remercie parce que figure-toi qu'en général, avant, quand je venais sur Paris, je faisais beaucoup de médias. Bon, cette période-là est finie. J'ai choisi de faire un média, c'est un bien grand mot, mais j'ai choisi en tout cas de faire une intervention avec une personne, c'est toi. Donc c'est pour te dire, c'est une manière aussi de te dire toute mon admiration pour ton travail. Dieu sait qu'on a des choses, on a des adhésions et des visions différentes, mais en tant qu'humain, je t'apprécie beaucoup. Et des fois, c'est beaucoup plus important d'apprécier l'humain, même s'il n'y a pas les mêmes idées, que des gens qui se disent vraiment sur notre ligne et qui sont humainement détestables. Donc voilà, c'est une manière ça me touche énormément, mais surtout, crois bien qu'à titre sentimental, c'est totalement réciproque. Eh ben écoute, merci beaucoup. Voilà. Je maintiens ce que j'ai dit lors de la première vidéo. Moi, ce que j'aime particulièrement chez toi, c'est ta sensibilité poétique. Mais merci beaucoup. Et c'est une vraie force qui était dans l'esprit français. Aujourd'hui, tout le monde regarde ça de loin, la poésie, parce que plus personne n'est capable de réellement en faire. Et c'est un être au monde qui est tout à fait particulier et qui nous sort un petit peu de nos calculs d'épicier, dont malheureusement une partie de gens qui théoriquement pensent comme nous ont fait leur vie, tu vois, parce qu'aujourd'hui on est à l'âge de la boutique, et justement ça m'amène au premier truc d'actualité, quoi. Toutes les boutiques s'emballent parce que là, si tu veux, chacun vend. Alors, les Instagrammeuses vendent l'eau du bain, il y en a qui vendent de l'eau de larmes de gauchiste, ouais. et l'autre qui dit de la vraie sueur d'Elon Musk. Alors, toi, grosso modo, est-ce que l'élection de Donald Trump change ta vie? Parce que là, Alors, moi, je vais jouer vraiment l'oiseau de mauvais augure, mais je pense qu'effectivement, alors, c'est quand même la première puissance mondiale, donc il y aura des conséquences. Évidemment, déjà, on aura sans doute moins de guerre qu'avec les démocrates, puisque traditionnellement, les démocrates sèment la mort partout où ils vont. Je rappelle que le règne Obama a été quand même particulièrement sanglant et a eu des conséquences très néfastes pour l'Europe. Donc d'un point de vue global, je pense que les choses vont se calmer. On va arrêter avec le sketch en Ukraine. C'est pas plus mal. Alors peut-être que nous, on récupérera le bébé noyé avec l'eau du bain. Voilà. Après, si tu veux, sur la vie des Français et sur cet espoir auquel ils se raccrochent et cette espèce de victoire qu'ils vivent par procuration et qu'ils ne méritent pas parce qu'ils n'ont pas... parce qu'ils n'ont pas combattu. Parce qu'ils n'ont pas combattu, parce qu'ils n'ont pas le moteur des Américains. On peut dire ce qu'on veut chez les Américains, mais ils ont un moteur qui est civilisationnellement le leur, qui n'a rien à voir avec le nôtre. Les Américains ont eu quand même le courage de dépasser certaines choses que nous sommes incapables de dépasser. Donc ils ont les dirigeants qu'on mérite, exactement comme nous. Parce que le dirigeant que nous avons actuellement, nous le méritons. Et je m'inclus dedans. Parce qu'il y a des échecs aussi, même personnels. On ne trouve pas la solution. Mais la France qu'on a actuellement, nous la méritons. Si on n'est pas capable de faire ce constat-là, il y a un énorme problème. Parce qu'on s'extrait du problème. Et tout le monde s'extrait du problème. C'est très juste. C'est très juste. Tu vois, alors c'est très très drôle, hein, parce que, tu vois, moi, dans le camp national, c'est un problème qui est relativement récent. Je vais me permettre de jouer le vieux meuble, mais tu sais, quand j'arrive il y a 20 ans, je suis le gosse au milieu des assemblées de vieux, mais que des mecs épais, tu vois. Ils avaient fait la résistance, ils avaient posé des bombes, etc. Enfin, c'est des mecs un peu particuliers, tu vois. Ouais. Tu vois, t'avais un mec qui s'appelait, j'oublierai jamais, celui qu'on appelait le hussard du général, Jacques Doher. Le mec, pendant 20 ans, il est dormi avec son flingue, tu vois. Tu vois, si tu veux... C'était une autre ambiance, ouais. Quand il y avait de la merde plein le ventilo, on appelait Pépère, tu vois. Fallait voir ces mecs-là, c'était des mecs épais. Pierre Lefranc, Pasqua, quoi qu'on pense des personnages susvisés, c'était des mecs très épais. Et étonnamment, ils avaient une conscience chrétienne blessée. C'est-à-dire que pour eux, quoi qu'il arrive en France, c'était en partie leur faute. Et ils intériorisaient ça. C'est-à-dire qu'ils commençaient chaque constat par « qu'est-ce que nous, à titre de défenseurs, avons mal fait ?» Tu vois, et c'est quelque chose, quand j'ai commencé à parler à l'entièreté des milieux alternatifs,
qui, objectivement, ont été moins marqués par le christianisme que le souverainisme originel. C'est pas pour rien que le premier souverainiste politique avec électif, c'est Philippe de Villiers. Ouais. C'est pas pour rien. Or, si tu veux, nous, on a cette mauvaise conscience qui, parfois, va aussi trop loin. Parfois, ça va pas jusqu'à la shame pride, tu vois. On n'est pas encore cuir et fouet, mais non, parce que si tu veux Christine Boutin, cuir et fouet, faut tu vois, t'as des associations d'idées que l'esprit refuse. Oui, on n'a pas envie de se figurer. Que l'esprit refuse, mais tu vois, avant, on commençait comme ça. Et t'as un tournant, tu vois, aux alentours des années 2010, 2013, 2015. Tu vois, où on a commencé, si tu veux, je pense, parce qu'on maîtrisait la vague Internet, contrairement au système, on est aussi entré dans un type de virtualisme, c'est-à-dire quoi qu'il se passe, on n'y est pour rien. Nous sommes aussi notre propre camp du bien, tu vois. Je ne sais pas si tu vois ça comme ça, mais moi, si tu veux, en tout cas, je n'ai jamais retrouvé ce sens de la responsabilité qu'avaient nos vieux. Tu vois. Alors, je l'associerais ça au ricanement, tu sais. On est devenu quelque chose de très détestable. On est devenu des gens qui ricanent. Le ricanement préfigure, si tu veux, normalement quelque chose de beaucoup plus ample. Là, on a stagné dans le ricanement. Alors, c'est des grands mots, je vais te l'expliquer de manière plus factuelle. Si tu veux, quand on est arrivé, il y avait un devoir de subversion qui était important à faire, puisque la subversion avait appartenu à la gauche depuis 1968. Donc, il fallait venir bousculer les nouveaux, entre guillemets, bourgeois, tu vois, les nouveaux tenants, les nouveaux tauliers, leur rappeler qu'ils étaient devenus ce qu'ils avaient critiqué, voilà, interdit d'interdire en 68, et puis aujourd'hui, en fait, il faut une vignette pour avoir le droit de se balader avec un diesel dans Paris, voilà. Donc, si tu veux, on a quand même changé de paradigme. Donc, au début, le ricanement était important. Il fallait faire du ricanement de bonne qualité, c'est-à-dire, en fait, du rire. Moi, j'ai essayé d'en produire au début. Il y avait une gestation d'idées qui était très intéressante, et puis, tout d'un coup, on est arrivé, si tu veux, à un moment où on n'a pas pris d'ampleur. On est resté dans le ricanement, on s'est dit c'est très confortable, parce qu'en fait, ce ricanement produit aussi amène des rentes. Tu vois, quand tu passes ton temps à décrire l'actualité, à dire c'est Twitter en fait, c'était Twitter avant Twitter, c'était dire regarde-moi ce gaucho. Et on est resté là-dedans, et on est devenu un petit peu, je crois quand même, ce qu'on critique, c'est-à-dire des gens qui ne sont plus attachés à rien d'organique. Ce que j'appelle l'organique, c'est quand même avoir un rapport au terroir, avoir un rapport à notre histoire. Tu as des espèces de types qui sont venus avec des grands idéaux, qui n'étaient rattachés à aucune base, mais même de connaissances personnelles sur ces idéaux-là, tu vois. Ouais, t'as des gens qui te parlent de Napoléon, ils connaissent pas tout à fait la vie de Napoléon, ils te parlent de Saint-Louis, ils connaissent pas tout à fait la vie de Saint-Louis. Par exemple, ils vont te faire beaucoup de Saint-Louis, ils vont être très anti-méridionaux. Bon, Saint-Louis était à moitié occitan et à moitié castillan, si tu veux, tu vois. Et c'est des trucs, tu as des gens qui sont devenus des professionnels du ricanement et des professionnels de la petite analyse qui n'engagent rien. Et je pense que ça pas tuer notre milieu, mais ça a fait énormément stagner, ça a énormément décrédibilisé notre milieu. Si tu veux, je pense que c'est très juste de le voir à travers la figure du ricanement, tu sais, parce que le nationalisme originel a une part de romantisme. Or, les romantiques soupirent, les modernes ricanent. Tu vois, les romantiques aiment ce qui tombe, les modernes aiment ce qui fait tomber. Et nous, c'est horrible à dire, on est plus moderne que les modernes, plus postmoderne que les postmodernes, et parfois plus décadent que les décadents. Je n'ai pas, tu vois, je n'ai pas de nostalgie, de nostalgie exagérée de la tendance purgative qu'avait le nationalisme ancien. Le problème, c'est qu'on était très à cheval sur ce qui se fait et ce qui se fait pas, et ça se réglait parfois très lourdement. Moi, si tu veux. Donc on voit le mouvement gaulliste, le SAC sert à ça, le service d'action civique sert à ça, c'est-à-dire qu'il fallait rester dans certains clous, et si tu restes pas dans certains clous, si tu veux, il y a le couperet. Si tu veux, c'est les clous ou les genoux, tu vois. Ouais. Donc, et je n'ai pas de nostalgie exagérée de ça, mais je remarque que en voulant ou en faisant mine de combattre une certaine gauche décadentiste, on a fait ce que certains insectes font avec leurs prédateurs, on s'est mis à leur ressembler, nous acceptons des choses que nous ne devrions jamais accepter en termes de mœurs et en termes d'habitus, et malheureusement, je le vois là, il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de quelqu'un qu'on a connu, toi et moi, qui malheureusement n'est plus là. Ça aurait été l'anniversaire de Patrick Donde, donc l'homme qui a créé l'un des premiers médias unitaires de la dissidence, qui était Méta TV. Et je me dis,
j'aimerais parfois tant que Patrick, comme Éric Bosmary, comme d'autres, soient encore là, mais je me dis, vu tout ce que ces mecs-là ont fait pour nous, s'ils se réveillaient de leur tombe, c'est la terre promise, j'ai vu, j'ai vomi, tu vois, si tu veux. Est-ce que, et ça c'est une question politique qui pour moi est fondamentale, après on peut me dire qu'elle est inopérante peut-être, mais moi j'ai perdu, tu vois, 2 membres de mon équipe, qui sont morts tous les deux, un tué, assassiné. D'accord. Une racaille qui avait fumé un joint et qui avait tiré un utilitaire et qui lui a quand même roulé dessus 1 fois et demie à 2 fois. Ouais, d'accord. Tu vois, alors qu'il allait donner ses cours, il s'appelait Vittorio, il était le fils unique d'une immigrée italienne qu'il a élevé seul. Il était un des jeunes économistes plus brillants de sa génération. Résultat, on a validé sa thèse à titre posthume. Et JB, ils avaient le même poste dans mon équipe, c'était chef économiste, c'est l'un qui a succédé à l'autre, tu vois le problème. Et JB, qui lui, il s'est jeté sous un train. Et souvent, je me dis, est-ce que ce que nous avons fait à partir de leur fin, est-ce que ce que nous faisons vaut la vie des camarades tombés ? Moi, si tu veux, c'est ce que je me demande. C'est ce que je me demande par rapport à Patrick, c'est ce que je me demande par rapport à d'autres. Est-ce que ce que nous avons fait depuis mérite la mémoire des nôtres. Or, parce que le nationalisme, c'est un rapport à la terre, c'est aussi un rapport à ceux qui ont travaillé la terre avant nous, tu vois ce que je veux dire ? La synthèse des morts et des vivants, voilà, tout à fait. Bien sûr. Moi, il y a 3 choses, si tu veux, qui m'ont quand même fait prendre mes distances. Je le formule, prendre mes distances vraiment. Si tu veux, premièrement, il y a la mondanité, je déteste ça. Moi, tu sais, j'ai été élevé avec la figure tutélaire de Cyrano de Bergerac, qui est vraiment l'anti-mondain. Oui, bien sûr. Il va au théâtre pour interdire des mecs de jouer parce qu'il a regardé, l'acteur a regardé la gonzesse qui convoite. Si tu veux. C'est vraiment, on est dans l'égoïsme, il vient punir l'entre-soi. Voilà. Donc la mondanité, toutes les réunions de droite à Paris, je ne les fais pas, je déteste ça. En plus, il y a un regard très spécifique, tu sais, quand tu es un animal provincial. Je connais. Voilà, il y a un regard très très particulier que seuls nous pouvons ressentir. Quand tu es convoqué dans ces sauteries-là, c'est vraiment, on est à 2 doigts de l'orgie romaine où ils font rentrer un gladiateur avec une grosse bite sur un coussin, tu sais, pour que les matrones se régalent. Tu vois, il y a un petit côté comme ça, tu vois. T'es un peu le cadeau, quoi. T'es un peu le dessert. Bon, c'est très valorisant, mais tu comprends, je veux dire, t'es un peu tu sais, c'est les gladiateurs suants qu'on fait venir à la fin de l'orgie pour débourrer tout le monde, hommes et femmes, tu vois, il y a une espèce de côté bête de foire. Et ça, il y a un certain moment où je ne l'ai plus supporté. Parce qu'en fait, si tu veux, les choses que j'ai essayé d'amener, que j'ai enrobées de beaucoup d'emphase et tout, parce que je suis un méridional et je ne veux jamais arrêter d'en être un, si tu veux, elles n'étaient pas là que pour le ricanement, justement. Ouais, elles étaient là parce qu'elles avaient du fond. Elles étaient là pour inspirer. Elles étaient légataires de la chanson de Roland, tu vois. Ouais. Et je voulais que ça s'inspire. Et au lieu d'inspirer, c'est devenu, si tu veux, un espèce de sketch qu'on consulte, et on n'a pas compris l'essence de ça, tu vois. Ouais, et moi, après ça, je n'ai plus rien à dire. Si on n'a pas compris ce qu'il y a dedans, tu vois, si un mec qui va voir la pièce de Cyrano de Bergerac qui te dit « Ah ouais, c'était bien les combats à l'épée, si tu veux », bon, mais il faut le décapiter, le type, parce qu'il n'a rien compris, tu vois. Ce qu'il y a de génial dans Cyrano, c'est le poème final avec la feuille qui tombe, il y a quelque chose que j'emporte sans un pli, sans une tache, c'est mon panache, tu vois. C'est ça, c'est pas les combats à l'épée, on s'en branle de ça, si tu veux. Donc moi, déjà, il y a la mondanité qui prend tout pour une espèce de spectacle. Tout est un spectacle. Tout à fait. Voilà, donc il faut faire du spectacle de droite. Horrible. Pour moi, quand on vide la substance des choses, horrible. Donc déjà ça. Ensuite, quand j'ai vu les petits financiers d'écoles de commerce qui ont des sociologies qui sont à l'exact inverse de ce que je veux pour moi, pour mon peuple, pour mes enfants, pour tous les gens qui sont autour de moi, tu vois. C'est-à-dire des espèces d'économistes de l'urgence de l'urgence de la raison, de l'urgence du nationalisme, tu vois, ou du patriotisme, du souverainisme, peu importe comment on l'appelle, si tu veux. Ça, ces gens-là, je ne veux rien avoir. Et quand je les ai vus arriver avec beaucoup de cynisme, avec des plans. On est à 2 doigts du plan quinquennal, tu vois, il va t'expliquer, bien sûr. On va planter telle graine d'humour, ça va faire tel pied de maïs, tu vois, qu'on va récolter, et puis non mais c'est vraiment ça, tu vois. Donc ça vraiment, ça m'a dégoûté. Et le 3e truc, je crois, qui a fini de m'écœurer, c'est l'incapacité de tous ces courants à se remettre en question. Tu sais, il y a eu c'est la faute des Juifs, il y a eu c'est la faute des Noirs et des Arabes, et il y a eu la faute c'est la faute qui c'est que j'ai oublié, les Juifs, les Noirs, les Arabes, la faute de je sais pas quel étranger. Et ça, je supporte plus. L'incapacité à se remettre en question,
tu ne peux pas prendre un remède contre une maladie que tu n'as pas accepté que tu as, si tu veux. Tu vois, tout à fait. Pour vouloir se soigner, il faut être conscient qu'on est en train de mourir. Donc, si tu veux, ces 3 choses-là me font me dire, je me mets en retrait, je regarde comment ça évolue, j'attends qu'on prenne le mur, et après, on fera du bon travail avec des personnes de bonne volonté. Parce que, si tu veux, je reviens sur d'abord sur le premier point. Il y a quelque chose qui est très vrai, c'est le syndrome du mire-balai. Tu vois, alors, pour ceux qui ne voient pas ce qu'est un mire-balai, c'était chez les nobliaux, on demandait lors des orgies, le temps que les messieurs se reposent, on faisait entrer un valet pour qu'il contente les dames et les messieurs restants le temps que les autres se reposent. Tu vois, c'est le mire-balai. Et tu as une culture, dans une partie de cette droite alternative, tu as une culture du mire-balai, c'est-à-dire, ils sont persuadés qu'un jour la bourgeoisie fera appel à eux quand tu as des banderas pour qu'ils bandent à leur place, déjà. Donc en réalité, ils se prennent déjà, ils se mettent dans la figure du valet, mais ils se pensent qu'ils vont pouvoir troncher plus haut que ce qu'ils ont d'habitude, tu vois. Et en réalité, ils ne se rendent pas compte qu'ils se mettent dans la figure que d'habitude, la bourgeoisie donne à l'immigré. Parce que le mire-balai pour la bourgeoisie mondialiste, c'est le noir dans l'industrie pornographique. Tu vois. Tu vois, donc si tu veux, je vois exactement l'analogie. Tu vois, ils se mettent exactement là-dedans. Et tu vois, ce qui est ils se rendent pas compte qu'il y a un côté affreusement balle des vampires de Polanski dans ce qu'ils font. Tu vois, moi, à titre personnel, j'ai beaucoup de chance. Ces milieux-là, ayant décrété, mais alors il y a 20 ans, tu vois, à mon arrivée, que nous n'avons rien à faire ensemble, ils l'ont décrété avant que je les connaisse, donc j'étais très content. Comme ça, il n'y a pas eu de quiproquo. Donc moi, si tu veux, j'ai vu des camarades qui étaient de toutes ces sauteries-là. Et si tu veux, je les ai vus devenir de plus en plus tristes. Parce que tu vois, ils savent pas ce que c'est qu'une fête de vieux copains, campagnardes comme nous on en a au début d'été pour les feux de la Saint-Jean, ou dans des abreuvoirs à bestiaux, t'as de la flotte gelée, t'as les bouteilles d'alcool au fond. Tu vois les poubelles avec les glaçons et les canettes. Les poubelles avec les glaçons. Et si tu veux tu vois, moi, je suis resté, c'est très très drôle, parce que ça m'a permis de retrouver tous mes copains d'enfance. Ah tiens, je t'ai vu à la télé, j'ai vu machin, etc. Et tu vois, cette simplicité qui est moi au fond des idées politiques que je défends. Tu sais, moi, l'un des trucs qui m'a fait le plus pleurer de l'épopée gaullienne, c'est quand le général fait la revue des troupes à Lille, et d'un seul coup, il reconnaît un des mecs qui a servi sous ses ordres en 14. Et il écarte un peu, il va le voir, il dit... Durand, c'est toi ? Et l'autre se retourne, fait « De Gaulle, qu'est-ce que tu deviens ?» Ça, c'est grand, c'est beau. Tu vois, bien sûr. Et cette simplicité-là, tu vois, on l'a perdu pour une raison. C'est que nous sommes envahis de gens qui, en réalité, auraient voulu des petits bourgeois de gauche si malheureusement, ils avaient supporté l'aspect... olfactif et visuel de l'immigration, tu vois. Alors écoute, tu me permets de faire une transition vraiment opportune. Tu viens de parler de la Première Guerre mondiale, tu sais. Bon, alors à Toulouse, on a une espèce de petit arc de triomphe, bon, modeste, hein, on est des provinciaux, on n'a pas les budgets de Charles de Gaulle étoile, mais on a un petit arc de triomphe avec, tu sais, les noms, hein, les noms de tous nos poilus du Languedoc qui sont allés défendre les intérêts républicains. Et si tu veux, cet arc me rappelle qu'il y a des types, si tu veux, à la moustache cirée, qui font le dernier assaut pour la colline 325 le 11 novembre à 10h50, tu sais, et qui te frappent dans le dos. Mon brave, allez, la dernière, allez, le Toulousain là, va au massacre, tu vois, mais ça marche pour toutes les provinces. Et si tu veux, j'ai quand même gardé cette méfiance de, tu sais, voilà, le petit officier en bourgeoisie qui a une visée, lui, tu vois, il voit l'après, là, tu vois, il est déjà en train de penser au salon parisien, tu vois, et puis il prend des types qui sont pères de famille, qui sont boulangers, et puis il leur dit, allez hop, c'est le dernier assaut pour la gloire, tu vois. Et je me méfie beaucoup de ces types-là, parce que la droite en est remplie, si tu veux, des types qui ont des plans, qui nous voient comme étant des marchepieds, tu vois, les gens sont des marchepieds, et c'est des gens qui font beaucoup de phrases avec « il faut ».
Ouais. Il faudrait une milice pour dégager les bougnoules, si tu veux. Ouais, bien sûr. Ouais. Elle est composée de quoi, cette milice ? Elle est composée de mecs prêts à l'action. Bah ouais. Les mecs prêts à l'action, où est-ce que tu les trouves ? Les mecs prêts à l'action, tu les trouves dans les salles de boxe. Tu les trouves, je sais pas moi, dans les salles de lutte. Bon. Et c'est les types avec qui ils boxent. Ils boxent avec des Maghrébins, ils boxent avec des Noirs. Donc tu veux venir faire appliquer tes fantasmes de déconnecter du populo, parce que le populo aujourd'hui, il est extrêmement multiracial, tu vois. Bah ouais. Je peux le dire, j'en viens. Moi, mon premier boulot, c'est déménageur. Je suis un enfant de la classe moyenne. Les sports et les métiers que j'ai faits, c'était avec des Noirs et des Maghrébins, tu vois. Bon. Avec tout ce qu'on peut leur reprocher du point de vue communautaire, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le il faut, si tu veux, il y a une déconnexion de ce qu'implique le il faut, si tu veux. Ouais, totalement. Et je n'en peux plus de cette droite de il faudrait ou il faut, qui implique que celui qui a la moustache chirée, lui, en fait, il met le coup de sifflet, il part pas avec les autres, tu vois. Et ça va être au franc-tireur brave et aguerri d'aller faire un boulot que lui n'a pas envie de faire, que lui, en plus, sociologiquement, n'a pas de raison de faire, si tu veux. Bien sûr. Parce que si la France était un peu plus gérée par des mecs qui vont à la salle de boxe, si tu veux, ils feraient le tri d'eux-mêmes. Tu comprends, je veux bien dire sûr. La racaille à la salle de boxe, il s'en va très vite. Ne reste que les types braves qui sont prêts à prendre et à donner. Tu comprends, pour faire une analogie. Très bien. Et si tu veux, cette déconnexion du il faudrait, je ne la supporte plus à droite. Parce Bien que sûr. le il faudrait est une phrase qui se mérite. Ouais. Tu comprends ce que je veux Bien dire ? sûr. De Gaulle, quand il débarque au Cameroun avec des il faudrait, si tu veux, il remonte. Enfin, il a fait des offensives avec des basanés, si tu veux. Tu comprends le truc Tout des à fait. régiments d'infanterie du Tchad. Moi, j'ai des membres de ma famille qui étaient à la 9e DB. Tu sais que les premiers à rentrer dans Paris sont des Espagnols. Avec des chars, avec le nom des batailles républicaines perdues par la République espagnole. Mangin-Sainte, si tu veux, c'était des types, ils ont le droit de dire il faudrait. Ouais. Parce qu'ils sont avec des gars qui font, et eux aussi ils font. Tu comprends Exact, le truc ? oui, non, mais Voilà. totalement. Donc, si tu veux, des mecs qui ont débarqué en Afrique et qui se sont tapés les campagnes à la Maine ont le droit de dire il faudrait. Ouais. Quand t'es un enculé de Versailles, si tu veux, et que t'as jamais soulevé un parpaing de ta vie, et que tu connais pas le seau du feu, de la Saint-Jean, tu vois, et les canettes d'Oasis dans la poubelle avec les glaçons, tu fermes ta gueule. Sur les trucs qui concernent l'action, Bien tu fermes sûr. ta gueule. Tu vois. Bien sûr. Et le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Et Non, nous, non, on n'a pas droit à la parole, et ils le font nous, pas. on est des Cyrano pour l'amusement, on ne peut pas donner notre avis. Tu sais, je peux dire qu'en 20 ans, alors je sais pas comment c'était avant, je peux dire ce que j'ai vu. Quand je suis arrivé, j'étais le gamin au milieu d'assemblées de vieux, mais c'était des vieux super épais. Tu vois, ma première manif, j'ai un colosse, alors il a une jambe dans le plâtre, j'ai un colosse et je dois en tout début, tu sais, en porteur de cortège. Et on me dit, restez bien, mon jeune ami, restez à côté au cas où notre ami, à cause de sa jambe, vous devrez le soutenir. Je n'avais pas eu besoin de le soutenir, parce que c'était lui qui faisait avancer tout le monde, etc. Et puis à un moment, quelqu'un le nomme. Nous avons la chance d'avoir Pierre Lefranc avec nous, donc j'avais à côté de moi le directeur de cabinet du général de Gaulle, le mec avait presque 80 ans, il avait plus d'énergie que toute la manif, et tu vois, c'est lui qui nous faisait, j'avais l'impression que quand il prenait la banderole, on bougeait tous avec lui, tu vois, c'était encore un colosse, il avait entre 70 et 80 balais quand même, hein. Tu vois, donc, et ces mecs-là, vu les CV qu'ils avaient, ils étaient tous d'une humilité, si tu vois, par exemple, on faisait des réunions, ils se mettaient sciemment à côté de la porte, au fond, parce qu'ils savaient que s'ils s'approchaient, tous les regards allaient se porter sur eux et pas sur l'orateur, et que l'orateur serait déstabilisé. Enfin, tu vois, c'était des modèles de savoir-vivre. Et ben, ces mecs-là, ils ne disaient pas, ils disaient « on fera, on va faire ». Tu vois, nous devons nous préparer à, etc. Et jusqu'à, moi j'ai vu ce qu'on appelle, c'est un type anthropologique, ce qu'on appelle les vieux gaullistes. Tu vois, c'est-à-dire des mecs jusqu'au l'avant-veille de leur mort. Tu vois, le général Gallois, il a travaillé pour la souveraineté de la France. Il est mort à 98 ans, si mes souvenirs sont bons. Il a travaillé jusqu'à l'avant-veille. Tu vois, le mec, c'est l'un des pères de notre bombe atomique, pilote de chasse seconde guerre, donc pilote de chasse frontale. Tu vois, donc il a fait du vrai combat aérien, tu vois. Et ben ces mecs-là, ils étaient à la fois dans la transmission, mais ils ont été dans l'action jusqu'au bout. Et puis à un moment, j'ai vu se généraliser, à partir de... Moi, je fais connaissance avec ce milieu-là en 2005, parce que c'est ma première grande campagne, et c'est une campagne que je fais en biface, tu vois, parce que je la fais à Paris avec un type humain, et je la fais en province avec un autre type humain. Tu vois, et pour moi, bon, tu vois, c'est l'euphorie de la victoire, c'est l'euphorie c'est l'euphorie de faire parler mes idées pour la première fois.
Et donc, je me rends pas compte totalement du décalage. Et puis bon, moi, je me dis, tu viens d'arriver de ton village, tu te fais pas la vie en ville, tu vois, bon, c'est pas grave, ça. Et en réalité, à partir de ce moment-là, quand ils vont se rendre compte, après 2005, que le nationalisme revient parce qu'il est tripal chez une partie des Français, qu'on a plein le cul, qu'on leur vole leur pays et qu'on crache dessus en plus, ils vont se dire, il y a bon. Et on va voir arriver, comme des volées de sauterelles, des gens qui n'ont pas de CV, qui n'ont pas de combat, qui arrivent, qui sont mis à nous donner des ordres, qui sont montés comme des fusées dans certaines organisations, qui souvent les ont foutus en l'air, qui, quand tu les connais, n'ont, pour certains, pas une once de... Je dirais même pas de conviction, c'est même pas encore le vrai problème. Ils n'ont pas une once d'amour pour les leurs. Moi, c'est ça qui m'a... Tu vois, si tu veux, d'amour pour les Français, mais même d'amour pour leur propre lieutenant. Moi, si tu veux, je veux dire, j'ai vu ce type humain qui, pour moi, était réservé à la droite d'argent. Tu vois, pour moi, c'est un type humain sarkozyste. Ouais. Se généraliser, tu vois, par des sortes de génération, tu sais, comme dans Austin Powers, de mini-moi, tu vois, j'adore la ref. tu vois le truc de mini-moi, ouais. tu vois, si tu vois, ça a été la génération Sarko qu'on a vu partout, et le deuxième étage de la fusée, ça a été la génération Macron, tu vois, c'est-à-dire, après le mini-moi, ça a été le sosie chez Michou, tu vois, et ça toute la droite, aujourd'hui, est macronisable, comme elle a été sarkozyable, tu vois, à ce niveau-là en tout cas. Alors c'est très juste, tu sais, j'ai la figure là, tu sais, les mecs avec des tarins pas possibles qui se remettent la mèche, tu sais, un défi Sarkozy, c'est vraiment l'archétype du mec insupportable à droite, qui te dit, il faudrait faire des trucs de nazi, puis il se remet la mèche, tu vois. Non mais, tu vois, je suis pas, parce que là j'étais peut-être un peu caricatural, je suis pas anti-intellectuel, je dis pas qu'il faut avoir fait du travail physique pour s'exprimer, c'est pas ça que je dis. C'est qu'en fait, quand on s'exprime, il faut garder conscience que les mots ont une portée, ils ont un sens, ils impliquent quelque chose. Et en fait, on a complètement désacralisé le discours. Et aujourd'hui, tu as des gens qui produisent un discours d'une violence qui est complètement décorrélée de la force qu'il faudrait pour produire cette violence, du trauma que ça créerait. De ce que ça impliquerait en termes de... Tu vois typiquement la guerre civile, tu vois. Bien sûr, quand totalement. tu appelles à une épuration qui donc serait produite par une guerre civile, serait en tout cas corrélée à une guerre civile, si tu veux, mais je crois que les gens ne savent pas ce que c'est qu'une putain de guerre civile. Il faudrait qu'ils aillent fréquenter un petit peu des Yougos et des Africains d'Afrique centrale qui leur parlent un peu de ce que c'est qu'une guerre civile. Ouais. Avec les voisins qui dénoncent, avec les tueries au sein d'une propre famille, mais un pays ne s'en relève jamais de ça. Une guerre civile, tu mets extrêmement... Tu le disais à propos de la... Je reprends tes termes, hein, à propos du Cambodge, le pays de ta compagne, d'après ce que j'ai compris. Je peux parler de l'Espagne, qui est le pays... le second pays après le Cambodge, où il y a le plus de charniers. On est toujours avec ces fantômes-là, si tu veux. Évidemment. Donc les gens ne se rendent pas compte. Et si tu veux que des types te parlent de guerre civile parce que c'est des mecs qui font du théâtre d'opération, et encore, ce sont ceux qui t'en parlent le moins, ça, paradoxalement, tu vois. Et les mecs qui te parlent des solutions les plus violentes sont les types qui sont le plus hystériques. Totalement. Hystérique, tu sais, hystéria, la loi de l'utérus. Bon, si tu veux, quand tu as un utérus, parle moins fort, tu vois. Je veux dire, c'est un peu macho ce que je dis, mais si tu veux, un moment, quand tu entends des types... on a l'exemple célèbre de l'activiste nord-tunisien, séparatiste nord-tunisien, qui avait dit « il y en a plein le cul ». C'était très hystérique, si tu veux. Oui, il y en a plein le cul. C'est vrai que d'une certaine manière, il y en a plein le cul, mais si tu veux, ça doit se manifester par autre chose qu'une crise, une crise de ménage, tu vois ce que je veux dire. Donc... moi, si tu veux, j'ai de plus en plus de mal avec cette droite qui ne connaît pas la province. Je déteste ce mot, mais je l'utilise pour me faire comprendre. Bien sûr. Ils ne connaissent pas la région. Par exemple, tu te dis, ils reprennent des mots qu'ils ont entendus. Tu dis, mais c'est où cette région ? Et c'est quoi le port noir de Bigorre ? Et c'est quoi le plat de tel truc ? Et ils n'y sont pas allés, ils n'y sont pas baladés, si tu veux. Ils défendent une agriculture qu'ils ne connaissent pas, tu vois. Ils reprennent des thèmes Donc on est dans une espèce... Tu sais, c'est... Moi, mon père, des fois, je mettais ses habits quand j'étais gosse. Donc, il chaussait, tu vois, du 47. Je mettais mes petits pieds dedans. Bon, je nageais. Hein. Je nageais dans les habits. J'étais pas papa, tu vois. Je voulais être papa, mais j'étais pas papa, tu vois. Et ils sont un peu dans ce truc-là. Ils ont mis des habits de papa et ils n'ont pas la vergure pour compléter le manteau de papa, si tu veux. Ouais. Alors, pour toi, papa, c'est Charles de Gaulle. Pour moi, papa, c'est Saint-Louis, si tu veux. Oui, bien sûr. Mais ils n'ont ni les épaules pour enfiler les costumes de Gaulle, ni les épaules pour enfiler les costumes de Saint-Louis, si tu veux. Sûr. Et c'est ce que je leur reproche. Alors, je dis pas qu'il faut aller boxe, c'est pas ça. Mais en fait, à un moment, il faut être un peu à les
dehors, il faut aller avoir fait un petit peu des randos, il faut connaître un petit peu ton peuple. Le peuple que tu défends, il faut un petit peu le connaître, tu vois. Moi, je te le dis, avec l'affaire Montjoie, qui a été mon divorce définitif avec les médias de droite, concrètement, l'affaire Montjoie, parce que j'ai vu l'incapacité de ces médias-là à venir se mobiliser sur un truc concret sur le terrain. Je ne l'ai pas vu ça. J'ai dû faire le boulot à leur place. Résultat, condamnation, 15 000 € d'amende. Tu comprends le truc ? Donc, si tu veux, je ne peux plus aller voir ces mecs-là, leur serrer la main et leur dire on est dans le même camp. Non. Moi, j'ai fait le même truc en 14. Je suis allé avec mon petit Lebel, ma casquette rouge, avec les moustaches lissées derrière, qui envoient une médaille posthume à ma famille, si tu veux, avec une tape dans le dos, tu vois. Et ils ne parlent pas occitan, ces mecs-là, tu vois. Tu comprends le principe ? Totalement. Donc, si tu veux, c'est fini. Je ne vais plus au front. Pour les mecs, j'irai au front avec les mecs, j'irai au front avec les Versaillais qui iront au front avec moi. Tu comprends le truc ? Oui, totalement. Il y en a eu à une certaine époque, tu vois. Je suis pas anti-Versaillais, j'ai dit ça tout à l'heure parce que je voulais être dans la caricature. Mais tu comprends le truc. Donc tout ça, c'est fini et je veux plus que les nouveaux mecs comme moi se fassent avoir. C'est que maintenant, je préviens. Donc je fais un travail qui est très désagréable pour cette droite médiatique. C'est quand il y a un type qui émerge, je fais attention. Ceux-là, c'est ceux qui te mettent et qui te demandent de prendre la colline 346 à 10 minutes de l'armistice, tu vois. Voilà. Donc maintenant, c'est fini, je ne leur donne plus de gages, donc je suis devenu persona non grata. Je voudrais, si tu veux, pour essayer d'être le plus synthétique possible, je voudrais que les jeunes qui nous écoutent et les plus vieux se rappellent que notre boulot de français, c'est d'être français. Comment t'es français ? Tu te rencardes sur ton patrimoine, sur ta région. Tu sais qu'il y a moi, je ne vais pas donner de nom, mais j'ai connu des mecs de médias de droite. Si tu veux, on est en déplacement pour un tournage. On s'arrête, on va bouffer au McDo, si tu veux, pour aller faire un reportage sur, tu vois. Ah, tiens, il y a un McDo, arrêtons-nous pour manger, tu vois. Ben non, j'avais envie de te faire découvrir le canard gras, j'avais envie que tu manges un truc, tu vois. Donc, si tu veux, il y a une décorrélation entre le fruit du mondialisme mais que je le suis aussi par certains côtés, tu vois, et ce qu'ils promeuvent esthétiquement. Et si tu veux, ce décalage est un mensonge. Bien sûr. Ce décalage est un mensonge. Et le mensonge, c'est mal. Parce que, si tu veux, on a tous été marqués par le totalitarisme mondialiste, tous. Bien sûr. La seule chose, c'est que, il n'est pas difficile d'en prendre conscience, et il n'est pas difficile non plus de lutter contre. Bah, tu vois, un truc, et ça fait, parce que bon, si tu veux, je sors de 2 ans un peu particuliers d'une vie d'homme, tu vois, avec à peu près toutes les emmerdes qu'un homme peut avoir, et donc il y a un truc que j'ai pas fait depuis longtemps et qui me manque beaucoup, c'est la tournée des cercles de province. Pourquoi ? Parce que moi, j'oublierai jamais un des meilleurs moments, je découvre la ville de Lille, j'ai beaucoup aimé la ville de Lille. Voilà. Bah, si tu veux, bon, Strasbourg, j'y ai vécu, donc bon, c'est plus, tu vois, c'est un autre rapport. Mais tu vois, moi, quand j'arrivais dans un coin pour un cercle de province, première chose, c'est la bouffe. Fais-moi manger comme on mange ici. Tu vois, je veux comprendre, et donc, si tu veux, évidemment, à Lille, c'est le Welsh. Eh ben, tu vois, là, tu commences à comprendre tu vois, un peu le Nord. Tu vois, bien sûr, et si tu veux, ce rapport, tu vois, parce que je voulais retrouver le sentiment de la terre, comme quand je suis chez moi dans l'Ouest, parce que, si tu veux, tu vois, je connais peut-être pas, je connais très loin tout quoi que ce soit ailleurs, mais je connais par cœur mon coin, et je sais pourquoi. Mais par contre, ce que je leur demanderais, tu vois, c'est, tu vois, là, j'en parlais avec Florian Philippot. Je lui ai dit, bon, si les agriculteurs y retournent, on y retourne avec eux. Mais derrière eux. Parce que c'est eux, c'est leur combat d'abord. Et nous, si on peut juste aider avec des bagnoles à éviter que leur matériel agricole soit bloqué, c'est-à-dire, grosso modo, si on bloque les flics, ils vont pas nous rouler dessus, hein, ils en sont pas encore là. Je dis pas que Macron, ça le ferait pas fantasmer, mais ils en sont pas encore là. Mais tu vois, c'est aux paysans d'être devant, parce que le Mercosur, c'est fait pour les tuer, eux. Ouais, bien sûr. Donc c'est leur combat. Et je me rends compte que, même si certains médias alternatifs relayent, ça, je me rends compte que je sais que Florian, lui, ira, parce que, par exemple, quand les forains étaient menacés, il est monté dans les camions des forains, il est allé avec eux, je sais que lui, il va y aller. Tu vois, quoi qu'on pense du personnage par ailleurs. Moi, j'irai, parce que j'ai dit que j'irai, on m'a jamais pris en défaut de pas faire quelque chose. Après, combien on sera ? Tu vois, c'est ça. Tu vois, mon problème, tu vois, c'est que tous ces gens ne se rendent pas compte qu'en fait, ils ont perdu confiance dans leur propre pays il y a longtemps, et qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont, eux, suffisamment nombreux
pour faire au moins une action d'éclat, une seule, mais au moins une. Mais même celle-là, ils ne la feront pas. Moi, j'ai été dépucelé du manque de considération du terrain très très tôt. C'était pour les Gilets jaunes qui, en fait, est arrivé, je crois, 2 ans après mon émergence sur Internet. Et j'avais donné rendez-vous. Tu sais, c'était une époque où je faisais vraiment des millions avec mes vidéos. Je me rappelle. Choc, voilà, donc il y avait vraiment un succès qui était au rendez-vous. Et les Gilets jaunes arrivent. Le début, tu sais, avant que ça devienne un mouvement syndical sous contrôle mélenchoniste, tu sais, au début, sûr. Quand c'était encore tout à fait, ouais. une manifestation les de Français... Les 4-5 premiers actes. Bien sûr. C'était une manifestation de Français qui n'ont plus le pognon pour aller se payer l'essence pour aller au boulot, si tu veux. Donc bien ça, sûr. C'était un truc concret, tu vois. On n'était pas dans « il faudrait ». Ouais, voilà. Et il y avait quelque chose qui avait été très beau, c'est qu'ils bloquaient les raffineries, les stations essence, très concret, très très bien. Bon, moi j'ai participé aux 4 premiers actes et j'avais donné rendez-vous, tu vois, je me suis dit, il faut que je monte sur Paris, c'est là où on va faire la démonstration et tout, tu vois. Et j'ai donné rendez-vous aux gens de ma communauté, qui étaient déjà très très nombreux, sur Paris, et on était une quinzaine, si tu veux. Moi j'avais tablé plutôt sur 100, tu vois, je me suis dit, il y a 100 mecs qui vont se déplacer, tu vois. Il y a 15 types qui sont venus, alors bravo, hein, tu vois, c'est très très bien, mais si tu veux, là tu mesures la différence très concrète entre la violence de la virtualité exact. Et à quel point on peut être timoré quand il s'agit d'aller fouler le trottoir derrière le digicode, si tu veux. Exact. Tu vois ? Donc il y a la droite de derrière le digicode et il y a la droite de après le digicode, si tu veux. Exact. Et force est de constater que sur le pourcentage de droite, il y en a beaucoup plus qui sont derrière le digicode que ceux qui sont dehors. Tu vois ? Bien sûr. Donc si tu veux, là déjà je m'étais dit, oulala, aller au carton pour qui ? Pourquoi ? Parce que il y a une époque, si tu veux, où la France, tu pouvais aller au carton parce que, si tu veux, le pays était derrière toi. Exact. Tu as dit une fois que tu t'interrogeais sur l'incroyable propension de la France à fabriquer du traître. Bon, mais on est devenu une industrie, hein, parce que maintenant, si tu veux, du pleutre, on en a à revendre. Donc, si tu veux, quand tu prends en considération cette nouvelle réalité qui fait très mal au cœur, hein, parce que la France, c'est Bouvines, c'est Verdun, c'est ça la France. Hein. Bon, ce n'est plus ça. Alors, peut-être qu'on a trop gaspillé à Verdun aussi, tu vois, ça c'est une de mes théories. Quand tu fais ce constat-là, que tu vas au bout, tu te dis, d'accord, est-ce que je suis capable, moi, maintenant, de consentir à tous ces sacrifices, sachant qu'il y a des mecs, déjà, dépasser le digicode, c'est plus possible. Nous, on a dépassé le digicode, on a foutu nos gueules en gage, tu vois, on est allé au Mont-Piété, on a mis nos tronches en gage, on a dit, bon, je le fais pour mon pays, tu vois, avec aucun retour sur investissement. Et si tu veux, quand tu vois à quel point on est peu à être capable de faire ça, tu te dis que ces phrases-là, elles ne peuvent pas être prononcées par tout le monde. Les « il faudrait », tu sais, je suis désolé, je reviens là-dessus. Non, mais tu as tout à fait raison. Je suis très fâché avec les « il faudrait », beaucoup trop de « il faudrait », pas assez de mecs capables de dépasser le digicode. Et si tu veux, aujourd'hui, moi j'ai un discours qui est plus trop apprécié dans nos cercles, parce que je viens rappeler cette vérité qui est terrible, c'est que nous n'avons plus droit à ces discours, nous n'avons pas droit à la violence dans le discours, parce que nous sommes incapables de la produire. Tu vois, la violence contre nous-mêmes d'aller nous mettre en gage. Tu vois. Donc, nous avons la situation que nous méritons. Et si tu veux, les Américains ont été capables, pendant Black Lives Matter, de faire des trucs. Tu sais, il y a eu des mecs qui patrouillaient avec des R15 dans la rue. Tout à fait. Tout à fait. Bon. Tu as des Afro-Américains qui sont sortis et qui ont dit, moi, je ne marche pas dans la combine. Bah, si tu veux, l'un des trucs qui fait dérailler BLM, c'est de se prendre les blagues conservatifs dans la gueule. Bien sûr. Parce que ça, ils s'y attendaient absolument pas. Bien sûr. Tu vois, Et d'ailleurs, juste pour compléter ce que tu viens de dire, très intéressant, sociologiquement, BLM, c'était les branleurs afro-américains de la classe moyenne haute américaine qui étaient à la fac. Ouais. Les mecs qui sont venus leur dire « attends ta gueule », c'était du mécano, c'était de l'afro-américain ancien Marines. C'est des types... Et le problème, c'est que le Parti démocrate s'attendait à ce que les gangs très drôle, ça. Aillent vers BLM, et les gangs ont dit « attendez, vous allez vous foutre sur la gueule, nous on va piller des magasins parce que c'est ce qu'on fait de mieux. » Exactement. Tant qu'à faire, la voie est ouverte. Tu vois, comme dirait Darmanin devant une nana du quart-monde, c'est ouvert, j'y vais, tu vois. Bien sûr. Et par contre, quand les démocrates leur ont dit « oui, mais quand même... contre Trump, etc. Non, moi, ce que je veux, c'est la caisse de l'épicerie. On va s'arrêter là, tu vois. Tu croirais Benoît Hamon en train d'essayer de conscientiser le dealer de porte-cochère. Oui, tu vois, en prenant un double frite, ouais. Tu sais, je suis ton frère dans l'action, Mokhtar. Frère dans l'action, j'en sais rien, mais frère de chichon, c'est sûr. Tu vois, donc... Mais c'est comme cette brave Kamala, si tu veux, je pense qu'elle aurait dû... Tu sais, le conseil que je donne à la gauche, c'est d'aller rencontrer les gens qui le défendent. Tu sais, moi, je l'ai fait il y a très très longtemps.
contre mon gré, hein, mais bon, au final, j'ai vécu de super choses. Hein. Je suis né... Enfin, les premières années de ma vie étaient au Mirail, et puis j'y suis revenu ensuite un petit peu plus tard, à la fin du collège, au début du lycée. Et si tu veux, les gens certaines personnes que je critique aujourd'hui, ou une proportion de ces personnes-là que je critique aujourd'hui, c'est des gens que j'ai connus. J'ai vécu avec eux, j'ai sué avec eux, j'ai ri et pleuré avec eux. Bon. Donc, si tu veux, il y a une forme de légitimité. Kamala, elle aurait dû rencontrer les Mexicains parce qu'elle se serait rendue compte que, si tu veux, dans les tueries de Mexicains, on les fait loin des ranchs parce qu'on respecte tellement les chevaux qu'il ne faut surtout pas buter le champion du Silanoa, le pur sang du Silanoa. Mais c'est vrai, il y a des vrais trucs comme ça. Ils se donnent rendez-vous en dehors des ranchs pour ne pas blesser les chevaux, si tu veux. Bien sûr. Et après, ils alignent 50 mecs au calibre 12, si tu veux. Donc, elle aurait dû les rencontrer parce que quand tu commences à parler de lesbianisme à des mecs dont le répertoire musical, c'est Vicente Fernandez, si tu veux, c'est très compliqué. Donc, c'est très, très drôle parce qu'on a, si tu veux, mais on a y compris ça à droite, et c'est la différence avec la droite américaine, c'est que si tu veux, à un moment... Hulk Hogan, bon, on peut le prendre pour un gogol, si tu veux, la droite française déclarerait que ce mec-là fait honte à la droite, tout ça. Bon, mais Hulk Hogan, il a bercé des millions d'Américains. Il a bercé des millions d'Américains. Il a sorti sa truc de bière, Real American. Nous, ça nous paraît être, si tu veux, pour nous les Français qui avons une civilisation, pour nous, c'est du caca boudin, si tu veux. Mais en fait, c'est des trucs très, très à terre, tu vois. Il allait voir les Mexicains, il dit, vous en avez marre d'entendre parler des trucs vous êtes tous des gros cathos, ça vous gonfle les gouines intersectionnelles, bon, ben votez pour moi. Et c'est comme ça que ça s'est fait, si tu veux. Et Kamala Harris, tu vois, elle a des conseillers de cabinet qui ressemblent à nos Versaillais sur Twitter, tu vois, et ils lui ont raconté n'importe quoi, et ces gens sont complètement hors sol. Et on a une droite qui ressemble beaucoup à la gauche américaine. Bien sûr. Qui ne connaît pas le terrain, qui ne connaît pas ses propres électeurs. Un, ils les connaissent pas, mais deux, ils ont quand même une méfiance, ils ont peur d'en avoir honte. Tu vois, parce qu'à un moment... Ah oui, c'est vrai, ça, ouais. Parce qu'ils ont peur d'avoir honte de nous, parce qu'ils disent, ah oui, mais quand même... C'est bouseux, là, quand même. Ouais. Tu vois, moi, je le sens dans certains médias, tu vois, dans certains médias, quand j'entre, et pourtant, j'ai quand même... j'essaye d'avoir un vernis tout à fait... Mais, comme... Ça m'a été dit par plusieurs copains journalistes, ils me disent, toi, le problème qu'on a avec toi est assez simple. On ne sait pas ce que tu vas dire. Ah ouais, voilà. Et comme on ne sait pas ce que tu vas dire, on tremble jusqu'à ce que tu l'aies dit, parce que t'es... et le pire, c'est que comme tu as une certaine manière de parler, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on me déteste ou pas, c'est pas la question. C'est que tu peux enrubanner dans un français très particulier un message qui, pour nous, est très problématique, et comme on va mettre 2 minutes à le décoder, ce sera trop tard. Ce sera trop tard, et donc tu auras fait ton coup. La pensée aura été produite, et ça, il faut surtout pas que ça se passe. Et comme tu es un sale gosse, on sait que même si tu le dis, tu le feras. Ouais. Et le problème, tu vois, je pense que ce qu'une partie de ces gens a osé te reprocher, c'est justement, et toi tu le faisais justement par la beauté. Moi, c'est ce que j'ai toujours vraiment adoré chez toi. C'est que le problème, c'est que je pense pour une partie, ils ont compris ton message. Et c'est justement le fait d'avoir compris tu vois, la forme a pu les gêner. Mais je pense qu'ils ont surtout compris le fond. Et qu'ils t'en ont voulu parce qu'ils l'ont compris. Ouais, tu vois, parce que si tu veux, moi, tu vois, pendant des années, je me suis dit... ça doit venir de moi. Il y a quelque chose qui fait que ces gens-là me portent une haine. Moi, il y en a que je nommerai pas, mais un des chefs de cette droite, ça fait 20 ans pile qu'il m'emmerde. Il y a 20 ans, j'étais personne. Mais personne de chez personne. Tu vois, j'étais le cercle n'était pas encore né. Je tractais pour le 29 mai 2005. J'étais un porte-flingue tout à fait classique. Tu vois, il y en avait 13 à la douzaine comme moi. Ben, ça fait 20 ans que le mec m'a pris en grippe. Je lui ai jamais rien fait, hein. On a débattu en frontal une seule fois. Comme je savais qu'il m'emmerdait depuis déjà 10 ans, il a mangé ce soir-là. Mais si tu veux, j'ai jamais su pourquoi. Tu vois, or, si tu veux, le gros souci, c'est que je crains, qu'ils aient compris ce qu'on leur a dit, qu'ils nous l'ont fait payer par, faut être honnête, à la fois une haine de classe et aussi... quelque chose que tu soulignes, à mon avis, à raison, un vrai problème géographique, tu vois, c'est que, si tu veux, moi, je joue pas l'homme du confin du pays, parce que mes parents ont une résidence secondaire. Moi, si tu veux, j'ai vécu
dans l'ancienne ferme que mes parents ont retapée, et qui est ma maison d'enfance, avec toute l'affection qu'on a dans le terme maison d'enfance. Et je vis sur une colline, dans un village de 223 habitants, et pour moi, l'enracinement, c'est les vieux de mon village. Ouais. Parce que personne n'est plus enraciné que ces types-là. Bien sûr. Et là, j'arrive face à des gens qui me donnent des leçons très doctes, ce qu'est l'enracinement. Et moi, comme un con, moi, je réagis comme ce que je suis profondément, c'est un bouseux. Et je leur dis, ouais, mais pour toi, l'enracinement, au-delà de tout ce que tu as à me dire, tu vois, au-delà de tout ce que tu as à me dire, c'est tu vois, pour moi, l'enracinement, bah, c'est celui qu'on appelait le veilleur dans mon village, s'appelait René. Tu vois, il veillait sur tout le monde, il passait de maison en maison, etc. Il faisait les travaux de la ferme jusqu'à près de 80 ans. Et il est enterré exactement dans le vis-à-vis de son portail, parce qu'il ziotait pas du tout, c'était pas du tout un mec à emmerde, un mec à cancan, etc. Il voulait voir que tout le monde était bien, tu vois, avant de retourner chez lui avec son matelas, son poêle et son chat, tu vois, parce qu'il avait que ça, tu vois. Et parce qu'il a veillé sur nous tous, on a mis sa tombe dans un angle de veille, tu vois. Pour moi, c'était l'enracinement, c'était Mayou, ma petite Mayou, qui nous faisait des tartines, tu sais, pain, beurre, chocolat en poudre. Tu vois, bien sûr. Tu vois, et moi, j'arrive dans un milieu où ces gens me parlent de la France depuis un arrondissement parisien, me parlent de la France. Alors, chez Villiers, tu n'avais pas que ça, hein, parce que moi, je suis ni catho ni vendéen, mais moi, je vais là où il y a des hommes. Tu vois, j'allais pas arriver en disant je vais révolutionner la matière. Moi, je suis devenu porte-flingue parce que pour apprendre à commander, il faut d'abord apprendre à obéir. Tu vois, bien sûr. Et il n'y avait pas que ça, mais je commence à voir ce truc tout à fait de rescapé d'école de commerce. Et très vite, selon quand on perd, ils sont jamais là. Puis à partir de 2005, ils arrivent parce qu'ils se disent il y a bon. Ils vont monter dans toutes les structures. Ils compensent par la violence. Je pense que le pire exemple, ça va être Reconquête, parce que là, ils vont être à tous les étages. Tu vois, ils vont être à tous les étages et ils vont compenser par la violence une faiblesse. Moi, c'est ce que je me permettais de leur dire. Je fais, attendez. Parce qu'en face, tu avais des mecs qui étaient habitués à la violence physique. Tu vois, je vais te donner un exemple. J'ai eu l'honneur de travailler avec Xavier Hofer. Xavier Hofer, c'est un mec... Tu vois, un jour, le gouvernement français l'envoie en Irlande. Il pourra le confirmer, hein, pour donner un message du gouvernement français au patron de l'IRA. Et à l'époque, l'IRA posait des bombes. Hein, tu vois, bien sûr, l'IRA faisait pas des photos d'anciens combattants. Oui, c'est sérieux. Ouais. Tu vois. Et à force de passer dans les pubs en disant je cherche un tel, les mecs voyant que c'est un étranger, à un moment, il termine avec un sac sur la tête et il se retrouve face à sa cible. Il lui dit, et puis à un moment, le mec le laisse partir. Mais sac sur la tête, tu vois, le sympa truc. Mais même ce mec-là, qui est un habitué de la violence, le mec, il a écrit le premier bouquin sur la mafia albanaise parce qu'il a rencontré la mafia albanaise. La mafia albanaise, c'est pas des poètes, hein, jusqu'à preuve du contraire. Ouais, bien sûr. Mais même lui, il te dit, attendez, le problème qu'on a avec les racailles, c'est un problème qui est gérable, politiquement, on les brisera. Là, on les brise pas parce qu'on n'a pas de couilles. Donc, parce qu'on n'a pas de couilles et qu'on a créé des institutions d'émasculation, tu vois, l'état de droit, les machins, les conneries. Mais vous allez tout de suite vers la guerre civile, tout simplement parce que vous savez tellement pas comment prendre cette situation. Oui, que c'est une extrême. Que d'un seul coup, tu vois, raisonnement vaginocratique, raisonnement hystérique. Tu vois, c'est... moi, tu vois, ça m'a calmé net. Moi, j'ai fait 3 ans avec les Libanais, 10 ans avec les Rwandais, 10 ans avec les Yougos. T'as pas envie d'avoir une guerre civile chez toi. Tu vois, moi, je veux dire, ça te fait débander tout de suite quand tu vois ce que c'est. Hein. Alors, tu vois, t'as dit, c'est des mecs qui te parlent de la France depuis leur arrondissement parisien. Moi, je te dirais qu'ils parlent de leur arrondissement parisien depuis leur arrondissement parisien. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est gênant pour ces types-là, je vais grossir le trait, mais on n'est pas loin de la vérité.
Ce qui est gênant pour ces types-là, c'est que si tu veux, il y a, tu avais dit une fois pas mon soleil, j'avais beaucoup aimé le... Ils ont, tu sais, dans leur trottoir, derrière le digicode, ils ont un certain nombre d'uluberlus qui viennent de contrées fort lointaines de la France, et ça les rassure pas, si tu veux, parce que pour aller à ton cours de tennis, tu vois, t'as envie de voir des gens normaux, si tu veux, t'as envie de déjà être au cours de tennis, y compris dans la rue, tu vois, donc tu n'as pas envie de voir trop les marques de l'ubérisation de la société, tu vois. Si on pouvait te léguer si on pouvait t'amener ton plat... ton Uber par drone plutôt que par noir, si tu veux, ça serait merveilleux, tu vois. C'est ça dont ils rêvent pour la France. Oui, bien sûr, totalement. Et tu as dit autre chose de très juste, tu as dit qu'est-ce que c'est que ton patrimoine, tu vois, et tu as évoqué des choses qui sont vraiment... qui me parlent, hein. Alors moi c'est dans un autre contexte, mais en fait, en vérité, on parle tous de la même chose. Mais si tu veux, qu'est-ce que portent ces mecs-là, c'est quoi le projet? Donc là, ils veulent un arrondissement, donc nettoyer de son immigration concrètement, bien sûr, hein. avec la même ambiance, les mêmes services, la même décadence, la même dégénérescence globale, la même absence de projet, tu vois, avec une nostalgie de pas grand-chose en plus, tu vois. Alors, la nostalgie est un défaut, paraît-il, mais je me méfie beaucoup des gens qui n'ont aucune nostalgie. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a aucune grâce qui a été touchée. Tu vois, bon. C'est très. Moi, je me rappelle, si tu veux, très concrètement, tu me parles de patrimoine. Si tu veux, le patrimoine, c'est un imbroglio de choses très grandes et de choses très petites. C'est le clocher Saint-Cernin, style roman, tu vois. Et c'est le loto de la classe moyenne avec les petits grains de maïs pour faire la quine ou le carton. Avec mamie et tati. Tu comprends le truc dans le gymnase municipal. Totalement. Et le problème, c'est que tu ne peux pas faire nation, je suis désolé. Enfin, tu peux faire nation, mais c'est très difficile de parler de ton projet national avec des mecs qui n'ont pas fait le carton municipal, tu vois, et qui n'ont pas eu la tartine avec le beurre et le chocolat, tu vois, ou l'huile d'olive et le sucre pour les méridionaux, tu vois. Donc, si tu veux, il y a un petit décalage. Ça n'empêche pas de faire nation, il ne faut pas déconner. Mais si tu veux, à un moment, il est quand même là, ce décalage. Et quand tu cherches en profondeur, si tu veux, sur le projet global, tu t'aperçois que, mis à part le fait de vouloir vider nos rues des racailles, si tu veux, il n'y a plus rien qui nous lie. Il n'y a rien qui nous lie. Notre tartine, si tu veux, beurre, chocolat, il la méprise. On est des blaireaux. On est des blaireaux, bien sûr. On est des merdes, on devrait bouffer des princes de lu, tu vois. Parce que c'est un truc, voilà. Nos cartons municipaux, ça les fait rire, c'est un sketch des inconnus, tu vois. C'est vraiment, ils nous chient dessus, tu vois. Nos codes, ils ne les comprennent pas. Nos boulots, ils ne les ont jamais faits. Les gens qu'on aime, en fait, ils comprennent pas ce qu'ils disent, tu vois ce que je veux dire. Putain de con, c'est un truc de Patrick Bosso sur RMC, tu vois. Et ils comprennent pas que ça, c'est des petites choses et des grosses choses, tu vois. Et moi, je ne veux plus, je te le dis, je ne veux plus renier ces parts de moi pour une espèce de projet national qui est complètement vidé de sa substance, tu vois. La nation, c'est ses régions, c'est ses territoires, et c'est des gens qui en sortent. Totalement. Qui en sortent. Moi, j'ai pas d'ancêtre occitan, d'accord. Je suis un descendant d'immigrés espagnols en terre occitane, mais tous ces morts-là, j'en ai fait mes morts. Tout ce corpus-là, je l'ai fait mien. Tout ce langage, ce rugby, ce putain de con, ces occitaneries en français, je les ai fait miennes, si tu veux. Donc j'ai quelque chose à proposer, tu vois. Ouais, bien sûr. Ces types-là, non, c'est la diagonale du vide. Et c'est pour ça, je te le dis, avec le départ des types qui avaient un peu de relief, ou le dégoût des types qui avaient du relief, si tu veux, la droite est en train de se re-ringardiser. On est en train de revenir à 2008, tu vois. Très nettement. Tu comprends? Oui, entièrement. Et c'est bien fait pour eux. Non, mais c'est bien fait pour eux, parce qu'à un moment, tu vois, on va se parler franchement. Ils attendent pas de prendre le pouvoir, ils attendent que le pouvoir soit dans le caniveau, que Marine le ramasse et qu'il y ait des miettes. Ouais, c'est ça. Point. Oui, il n'y a aucune ambition, il y a tu vois, or, moi je fais, attendez, ok. Donc ça veut dire que pour vous, la légitimité n'est rien. Parce que la légitimité, c'est quand le pouvoir se prend. Quand tu le ramasses derrière le vide ordure, si tu veux, c'est tout simplement que personne n'en veut. Tu vois, puis ça fait toi un éboueur. Tu vois, ça fait toi un éboueur. Tu vois. Et sans la noblesse de se lever à 5h du matin, parce qu'il y a un côté attentiste, quoi. Tu vois. Donc, résultat, vous êtes un des... la légitimité, vous en foutez, très bien. Autrement dit, premier macronisme mental. Ouais, parce que Macron, lui, il est autocentré. C'est-à-dire, lui, quand on lui dit t'es pas légitime, il dit mais je le vaux bien. Oui, c'est-à-dire que je suis d'une essence supérieure à toi, donc je t'emmerde. Bien sûr. Tiens, donc vous vous en foutez. Vous ferez rien. Vous ne ferez rien parce que sans légitimité en France, on fait rien. Depuis 15 siècles, la France, c'est la question qui t'a fait roi. Vous ne serez pas capable de répondre à cette question-là. Vous dites, ouais, mais j'ai été premier dans un concours de circonstances, je suis arrivé premier à un examen d'urine. Ça tient pas longtemps, ça, voilà, de toute façon. Tu vois, premier à un examen d'urine, tu vois. Bien sûr. Et le pire, c'est qu'en plus, parce que je vous connais par cœur, vous savez pas quoi faire. Parce que là, vous allez vous trouver frontalement face aux gens sur lesquels vous avez craché pendant des années,
même pas les gauchos, mais par exemple la masse immigrée. Et là, vous serez en frontal face, avec l'habitus du pays France, c'est-à-dire des flics qui, quand vous allez leur dire la famille madeleine, vous les mettez entièrement dans l'avion pour Bamako, un flic sur 3 fond en larmes. On est en France ici. Hein. Pas de SS, il n'y a pas de machin, etc. On est en France ici. Vous allez traiter ça sans générosité, et au premier grincement de dents d'un journaliste, vous allez vous chier dessus. Ouais, c'est ça, voilà. Vous allez vous chier dessus. C'est ce que j'attendais. Et ça s'arrêtera là. Là, oui, parce que la communauté internationale va venir et dire « Regardez ce qui se passe », et au moment où il faut avoir une responsabilité, personne ne voudra en avoir. Exact. C'est pas des Milosevic, si tu veux. Voilà. Non, mais si tu veux, c'est pour ça que... Parce que bon, toute cette conclusion qu'on a, qu'est-ce qu'on en fait, tu vois ? Exact. Moi, je veux que les mecs... Moi, j'aimerais bien qu'on refabrique des Français. Je suis d'accord avec toi. Je te parle pas du perroquet de tel média qui relaie ce qu'il a entendu sans savoir. Tu as vu, je sais que tu es un petit peu cinéphile. Tu as vu ce film Will Hunting ? Bien sûr. Bon, Will Hunting, ça parle de quoi ? Ça parle d'un surdoué qui explique des choses qu'il n'a pas vécues, tu sais. Exact. Jusqu'à ce qu'il y ait le vétéran du Vietnam, joué par Robin Williams, qui vient, qui lui dit « Écoute, tu as une meilleure connaissance, une meilleure définition encyclopédique de la vie, mais tu ne sais pas ce que c'est que de vivre la vie, si tu veux. » Donc, il vient lui apprendre finalement l'amour, en fait. Hein. Il vient lui dire, si tu veux, l'amour, tu peux en parler de toutes les façons, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Et c'est quelque chose de très intime. Et la France, c'est pareil. La France, c'est une expérience intime. Et c'est une expérience intime pour une raison... Parce que l'Amérique est une expérience collective parce que c'est du démonstratif, l'Amérique. Tu sais, c'est de la propriété privée. Ce sont des valeurs fortes qui s'exposent au temple parce qu'on est des protestants, avec une dimension de conscience plus ou moins raciale. On est tous des descendants de germaines scandinaves. Voilà, bon. La France, c'est compliqué. D'accord, on n'est pas des Allemands. On n'a pas 3 plats nationaux, si tu veux. Ouais. Donc l'expérience France, c'est quelque chose d'intime, si tu veux. Tout à fait. Donc il faut refaire de l'intimité française chez les Français, parce qu'ils n'ont plus d'intimité française. Problème, c'est que si tu veux, l'intimité, ça se fabrique pas comme ça. Avec une vidéo YouTube, un média qui sort d'une part. Tout à fait. L'intimité française, c'est qu'est-ce que tu portes dans ton bagage. Moi, si tu me demandes d'ouvrir la valise France, si tu veux, bon, ça va être très Toulouse-centré, hein, mais je vais te sortir plein de trucs. La chanson de Roland, Cyrano de Bergerac, la forêt de Bouconne à côté de Plaisance-du-Touche où j'ai grandi, tel plat, le canard gras, les mecs avec les dents pétées au rugby. Je peux en sortir de la boîte à chapeau. Et je parie que tu peux faire la même chose. Ouais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as soit des types qui sont dans notre camp, tu leur dis, il y a quoi dans ton bagage France, si tu veux ? Qu'est-ce qu'il y a d'intime ? C'est quoi le truc charnel ? Parce que ce qu'on oublie, c'est que la capacité d'aller défendre la France, pourquoi est-ce que un tel qui était poissonnier, un tel qui était cordonnier, un tel qui était charron, il allait prendre la colline 346 et il consentait à un sacrifice qui n'aurait pas dû avoir lieu. Pourquoi il consentait à le faire ? Parce que la boîte à souvenirs, elle était pleine. Si tu veux, il y avait plein de choses à défendre. Ouais. D'accord ? Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont à défendre, ces mecs-là ? Si ce n'est un projet personnel au sein d'un fantasme. Tu comprends ? Je déteste ça. Ouais. Parce que les fantasmes, tu sais, les projets personnels dans les fantasmes, c'est Mitterrand. Oui, bien sûr. Et puis, tu sais, c'est dans ce vieux film, il était une fois la Révolution. C'est un moment, t'as le paysan qui dit... Ouais, t'as le paysan qui dit... Ouais, la Révolution, ouais. Le truc des gens qui savent lire, qui envoient des mecs, moi je sais pas lire. Exactement. Et après, le mec qui sait pas lire se fait tuer. Et toi, tu rêves toujours de la Révolution, parce que toi, tu sais lire. Et moi, à chaque fois qu'on m'a parlé de guerre civile, de Reconquista, etc., je fais, qui ? Oui, exactement. Qui ? Parce que pour beaucoup, pour éviter le grand remplacement, soit vous devenez inverti, soit vous vous cassez, pour 80% d'entre vous. Si tu veux, moi, si tu veux, je n'ai que 3 gosses, je passe déjà pour un père de famille nombreuse dans le sein du camp national. Tu vois. Moi, si tu veux, si je suis normalement verticalisé, je dois pouvoir mourir pour mes gamins, parce que si tu veux, l'espèce en moi en parle. Tu vois. Ou alors, je sacrifie mes gamins, mais là, si tu veux, on est dans l'anti-vie absolue, tu vois. Donc, la seule chose, c'est que pour la plupart, vous, pour éviter d'être remplacé, vous vous cassez. Donc, ça va plus vite. Hein. Et ils remplaceront, parce que, juste, excuse-moi, pour compléter, tu sais les mecs qui sont partis en Ukraine avant le conflit russe ? Ouais. Qu'est-ce qu'ils reprochaient à nos Arabes ? Tu ne fais pas réellement partie de ce pays, parce que le jour où il y a une guerre, tu vas te barrer au bled.
Qu'est-ce qui s'est passé pour les mecs qui sont partis, les racialistes qui sont partis en Ukraine quand la Russie a envahi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés au front se faire dégommer Bien sûr que non, ils sont tous revenus à Paris. Mais évidemment. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été les Arabes de l'Ukraine. Bah évidemment. Voilà. Oui, donc si tu veux, moi je déteste ça. De reprocher, si tu veux, à un d'être et de faire la même chose, et en plus de ne pas avoir la grandeur et la pudeur de se l'avouer, tu vois. Même personnellement. C'est pas grave de le faire publiquement, même personnellement. Et je sais que c'est des mecs qui n'ont pas cette pudeur-là. Personnellement, ils s'extraient du truc, tu vois. Et puis surtout, toujours, qui parle ukrainien dans tous les mecs qui sont barrés là? Qui parle roumain? Qui parle Bien sûr que non. Et ils te parlent d'intégration en France? Mais bien sûr que non. Ils te disent comment ça se fait que les mecs, nos gars ne sont pas français. Ils étaient dans le parasitisme ici. Ils sont exportés leur parasitisme. Exactement. Tu vois, et ils voleront la gonzesse d'un Ukrainien par un espèce de dumping de je reçois le RSA français et j'ai ma communauté YouTube qui me soutient à l'étranger. Donc je suis un riche là-bas, donc je vais priver un Ukrainien de sa gonzesse ukrainienne, qui aura un métis tunisiano-ukrainien du coup. Tu vois, moi je vais te dire, parce que tu en as une partie qui arpente l'Asie, comme les gauchistes, tu vois, moi, si tu veux, le nombre de ultra-faf de mes deux, moi, quand je suis à Phnom Penh, tu vois, je vois 2-3 mecs, c'est tout, les seuls que je préviens, qui eux sont d'authentiques nationaux, mais ils sont devenus, ils sont restés français, donc ils vivent comme des hôtes. C'est-à-dire qu'ils ont apporté quelque chose au Cambodge. Oui, tout à fait. Tu vois, c'est-à-dire, et là, ça, c'est pas critiquable, parce qu'il y a 3 manières d'être dans un pays. Soit tu fais partie de la famille, et donc tu prends la responsabilité de devenir un membre de la famille. Oui, exactement, avec tout ce que ça implique. Soit t'es un crevard, t'es un parasite, et tu dois être traité comme tel. Soit t'es un hôte, et que le général de Gaulle avait une phrase là-dessus. Il dit, un bon immigré vit avec sa valise faite au pied de son lit. Moi, tu vois, tout le temps que j'ai été au Cambodge, j'ai vécu avec ma valise faite au pied de mon lit. Oui, tu mets pas les coups sur la table. On m'aurait dit, il est 8h, à 8h30, tu te casses. Je suis pas chez moi. Tu vois? Or, je ne vais voir que des mecs qui se comportent, soit ils sont devenus des membres de la famille là-bas, soit ils vivent avec leur valise faite et ils emmerdent personne. Mais tu vois, je croise, ce qui était quand même, vu depuis ici, l'avenir de la race blanche, eh ben, je vais dire une chose, quand tu les vois en exportation en Asie, tu te dis, si la race blanche est capable que de faire ça maintenant, mieux vaut que ça se termine vite. Mais en fait, vu ce que les Blancs ont été, ils ne méritent pas ça, tu vois. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, dans la question de race blanche, alors déjà, si tu veux, moi je vis dans un pays qui appartient a priori au corpus race blanche, si tu veux, qui s'appelle l'Espagne, je vis actuellement en Espagne. D'ailleurs, c'est le pays de mes ancêtres, je m'y comporte comme une hôte, parce que je suis français, moi. Je suis né en France, je suis un enfant du pays toulousain, j'ai des attaches avec l'Espagne, mais là-bas, je vis. À Rome, fait comme les Romains, tu comprends? Tout à fait. Alors qu'il y a des choses qui me manquent. Hein. Tout à fait. Il y a des choses que j'aimerais manger différemment, j'aimerais faire d'autres choses différentes. Bon, mais tu vois, pourtant, j'ai des ascendances là-bas, donc ça, c'est juste en aparté. Qu'est-ce que je voulais te dire? On parle. Attends, je voulais rebondir sur quelque chose, excuse-moi, une idée en chassant une autre. Oui. L'immigré actuellement en France, si tu veux, on veut l'exterminer parce qu'on a bien compris, on veut le remigrer ou l'exterminer, guerre civile ou remigration, parce qu'on a bien compris qu'on ne peut pas l'assimiler à quelque chose de décadent. On voit bien qu'on ne peut pas demander à quelqu'un, fait partie de ce grand rien. Normalement, c'est fait partie de ce grand tout. Bah oui. C'est ça, Rome. Fait partie de ce grand bien tout. sûr. Là, le mec qui arrive, tu ne peux pas proposer décemment à quelqu'un, fait partie de ce grand rien. Donc, si tu veux, on sent bien qu'on ne peut pas leur reprocher notre déliquescence. Et donc, c'était pour accrocher le wagon avec le constat que tu faisais sur la race blanche. Donc, je te disais, je fais partie d'un pays qui est inclus dans la race blanche, tu veux. Faudra m'expliquer la différence qu'il y a. Hein, parce qu'à un moment, il faut segmenter. Quand tu prends des décisions administratives, il faut qu'il y ait une fin et un début. On est bien d'accord. D'accord ? Les Allemands l'ont fait avec l'Arianité, avec des trucs très sérieux. Tu avais des nuanciers, tu le vois dans la 25e heure. Tout à fait. Le film avec Anthony Quinn, où à un moment, on lui sort un nuancier pour voir... on ne sera jamais capable de faire ça, on n'est pas des Allemands. Non. Donc, si tu veux, je suis dans un pays, il faudra m'expliquer la différence qu'il y a entre un berbère, d'accord, de la montagne, hein, je ne te parle pas du berbère de la côte, hein, je ne te parle pas du turquifié, de l'algérien turquifié, je te parle du berbère autochtone, d'accord, vandale, berbère, voilà. Et du vandale andalou, si tu veux, tu vois, de la Sierra Morena. Il faudra m'expliquer où s'arrête
quel va être le couperet qu'on va mettre pour déterminer que un est un arabe et que l'autre est que l'un est un indésirable et que l'autre est un blanc, si tu veux. Et à l'extrême nord, tu sais qu'en Suède, au bout d'un certain moment, tu arrêtes d'avoir des blonds et des yeux bleus et tu as des populations en fait qui sont mongoles, quoi, qui sont évidemment, asiatiques. tout à fait. Et tu as des métis entre. Exact. Donc au bout du suédois, si tu veux, au bout du viking suprême, il y a un Shintok à la fin. Bah voilà. Tu comprends le truc. Non mais c'est là où Dieu a beaucoup d'humour, c'est que au fond du nazi, finalement, tu vois, t'as un mec bridé au fin fond du nazi. Parce que c'est ça, les populations inuites et tout, tu vois, c'est des asiatiques en fait, avec des yeux bridés. Et entre-temps, tu as des déclinaisons. Donc comment on fait pour circonscrire ce qui est blanc, si tu veux ? Bien sûr. Tu vois, c'est comme pour l'Europe, elle s'arrête où ? On met les Grecs pontifs avec en Turquie, on les enlève. Et pourtant, les Grecs, c'est le début de notre civilisation. Ah, oui. Qu'est-ce qu'on fait ? On met les Andalous, qui sont concrètement des Berbères. On inclut nos Berbères d'Afrique du Nord, et du coup, on dégage ceux qui sont partis vivre dans le Sud. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais... Donc, en fait, on ne peut pas circonscrire une légitimité racialement, parce qu'on est la France. Voilà. On n'est pas un peuple odinique, donc on n'a pas le foutre d'Odin dans les veines. Nous, tu deviens français parce que tu te comportes comme un Français. Exact. Voilà. Et ça, tu vois, c'est là où va se poser... Parce que ça n'implique pas un raisonnement anti-identitaire, ça implique le fait que l'assise bande l'arc. Mais ce qui fait l'identité, pour nous, Français, c'est la portée que tu donnes à la flèche. Tu vois ? C'est-à-dire que pour nous, l'identité est à la fois une identification et une projection. Et tu t'accroches à l'identification parce que tu n'as pas de projet. Donc tu cherches des mèmes. Ouais, exactement. Tu cherches des mèmes exactement comme le mondialiste cherche des mèmes. Ouais, tu vois, tu cherches des mèmes parce qu'en fait, tu es face à un monde qui t'angoisse. Tu n'as pas les racines qu'il faut pour tenir le vent parce que tu es déraciné. On l'est tous, d'un certain côté, vu que la modernité est un déracinement. Donc, si tu veux, le premier travail pour nous, même à titre individuel, c'est de nous réenraciner, d'enraciner nos enfants pour qu'ils tiennent le vent. Parce que la racine, elle sert avant tout à ce que l'arbre ne soit pas brinque-ballant à la première tempête. C'est à ça que ça sert. Bien sûr. Et le gros souci, c'est que c'est là où tu as une frontière dans nos milieux, parce que la réinformation sans la reformation est un échec. Exactement. On est dans un truc de multiplicité d'informations sans reformation. Moi, si tu veux, pourquoi, si tu veux, tu vois, il y avait un truc que j'aimais beaucoup et je voudrais le soutenir pour qu'il le refasse, qu'il le recontinue. C'était un camarade Idriss Aberkan qui faisait un truc qui s'appelait Super France. C'est-à-dire, il se pointait dans n'importe quel coin et il prenait les intellos du coin, les producteurs du coin, c'est-à-dire faites-nous voir leur truc, etc. Et ça, c'était extraordinairement positif. Moi, tu vois, je suis obligé de commenter tout simplement parce que, si tu veux, j'ai la responsabilité de mettre de l'épaisseur dans ce qui se passe tous les jours, tout simplement parce que je travaille avec mes équipes pour justement donner cette épaisseur, pour que les nôtres ne soient pas en face d'un monde qui les étouffe, donc qu'ils puissent prendre de la distance et donc prendre du champ. Tu vois, t'es boxeur, tu le sais, l'importance bien sûr, de la distance. De la distance. Mais je trouverais beaucoup plus utile, si j'en avais le temps, parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, tu vois, c'est d'apporter de bonnes nouvelles pour leur dire, oui, le monde est angoissant, mais justement, nous avons encore suffisamment, nous, pour lutter contre cette angoisse. Le souci, c'est que je remarque à chaque fois et je le vois dans mes intervenants, à chaque fois que j'ai essayé de produire des mecs positifs, et j'essaye à chaque fois moi, si tu veux, je ne veux pas vivre de l'angoisse des miens. Ouais, exactement. Et je vois qu'en fait, ils sont habitués, tu vois, c'est à l'ambiance, tu sais, droit de savoir, Bernard Sylvestre. La France a peur, très peur. Mokhtar est sorti ce soir. Ouais, et en réalité, on a fait ça. Ça a été une partie, pardonne-moi, du business de Le Pen Père, de vie sur la trouille. Et en réalité, nous, comme les mondialistes, avons vécu sur la trouille des nôtres. Le problème, c'est qu'il y a des mecs qui ont vieilli, ce qui est mon cas, ce qui est le tien. Et nous, on est arrivé au stade, quoi qu'on pense de nous par ailleurs, et on est loin d'être les seuls, un discours de responsabilité, c'est-à-dire un discours plus adulte, tu vois, qui passe par un réenracinement. Je pense que pour certains, ça passe par un retour au christianisme, pour d'autres, ça passe par autre chose, qui fait pour s'affranchir de la peur, tu vois. Bien sûr. Moi, comme tout le monde, j'ai vécu dans la peur toute ma vie, jusqu'à ce que j'ai mes enfants. Ouais, bien sûr. Parce que c'est une nouvelle certitude, il y a une mission, tout devient clair. Si tu veux, parce que t'es délivré de ta mort individuelle, c'est-à-dire qu'il y a pire
que mourir et aller perdre eux, tu vois. Donc, si tu veux, et finalement, là où, dans le monde de Chapon, qui est le nôtre, avoir des enfants est une angoisse, tu sais, ah oui, je vais peut-être me faire enlever les trompes, parce que tu sais, hein, l'enfant, en plus, il va consommer, il va faire de la pollution, et puis, quel monde on va leur laisser? Mais qu'est-ce qu'on t'en as à foutre? De toute façon, tu veux te faire ligaturer les trompes, ferme ta gueule. Ouais. Tu vois, ou alors, ou le pire, le mec qui se fait vasectomie, tu vois, toi, si tu veux, Nota bene. Voilà, nota bene, tu vois, ok, donc le monde te concerne tellement plus que t'en es là, tu vois. Tu t'es coupé les couilles. Tu vois, t'es coupé les couilles. Littéralement. Tu vois, littéralement, tu vois. Donc, si tu veux, le problème, c'est que moi, le monde me concerne encore, donc la vasectomie ne sera pas pour tout de suite, mais j'estime que grâce à ce cadeau que mes enfants m'ont fait, ils m'ont délivré de l'angoisse mortelle, et contrairement à tous ces gens-là qui prennent le monde comme de la peur, aujourd'hui, ma seule peur, c'est de laisser à mes enfants un monde pire que celui qui a été le mien. Tu vois, c'est la seule chose qui m'effraie. Et c'est pour ça que je pense aujourd'hui que nous devons avoir une réflexion collective, du moins les gens qui sont aptes à l'avoir. C'est-à-dire, comme nous avons peu eu de père à cause du temps qui est le nôtre, que nous aidions au réenracinement de tous ceux qui arrivent pour qu'ils puissent tenir le vent. Car vent, il y aura. Si tu veux, je le pense sincèrement. Mais tu vois, pour les mecs qui sont vraiment omnibulés par donc la victoire de Trump, tu vois, par quoi elle a été possible? Alors c'est très intéressant parce que l'enracinement américain, si tu veux, comme c'est une nation très neuve, qu'elle est basée sur l'immigration, c'est très très compliqué de parler d'enracinement territorial. Et puis c'est une question qui en plus peut être un peu problématique. Ils déménagent tous plusieurs fois au cours de leur vie, changent d'état, ils sont très mobiles. Tout à fait. Donc si tu veux, comment se fait l'enracinement américain? C'est très intéressant. Il se fait autour de leur constitution. Tu sais, la Constitution, c'est ce qui garantit, en fait, ta citoyenneté américaine qui est ton tout. D'accord? Parce qu'en fait, que tu sois au Colorado, en Californie ou au Texas, ta Constitution est valide. Bon. Et si tu veux, ce qu'il y a eu de très intéressant, justement, et on devrait prendre la graine de ça, qu'avait un petit peu fait Reagan et qu'a complètement fait Trump, il a réussi à le dépasser. Qu'est-ce qu'il a fait, Trump? Jusqu'à maintenant, la politique américaine, c'était parler à des segments raciaux, et quand un mec voulait parler aux Noirs, il prenait Martin Luther King. Donc il fallait un relais pour s'adresser à ces gens-là, tu vois. Quand on voulait parler aux Latinos, on allait voir, je sais pas, tu vois, tel représentant, j'en ai pas en tête, on allait voir tel représentant. Bon, si tu veux, ce que Trump a réussi à faire, c'est qu'il nous a proposé un universalisme autour de la Constitution et l'esprit américain, qui est tiré de sa Constitution. D'accord, la propriété privée, encore une fois, le droit de se défendre, la Bible omniprésente, parce que c'est des protestants, donc c'est pas l'Église, mais la Bible omniprésente. Bon. Et si tu veux, mine de rien, même si c'est 3 bricoles par rapport à nous, si tu veux, à un moment, il a pu dépasser un truc qui était indépassable pour les Américains jusqu'à très récemment, c'était la dimension raciale. Parce que tu sais que ce sont des Germains, je sais que tu les goûtes très peu, les Germains. On a le foutre d'Odin dans notre patrimoine génétique. Si on se mélange, on dilue la divinité. C'est ça, hein? Bon. Et si tu veux, il a fait un truc génial, c'est qu'il a dit, c'est plus le sperme d'Odin qui fait que t'es un vrai Américain ou pas, c'est ton adhésion aux valeurs. C'est ce qu'avait fait Reagan. T'as aimé Rocky, t'as aimé Rambo, bon, mais t'es un super Américain. Voilà, c'est ça, hein? Bon, alors nous, ça nous paraît être des enfantillages. Mais si tu veux, la seule leçon que la droite française devrait tirer de cette élection, c'est qu'à un moment, il y a un type qui a rompu avec le segmentarisme idiot et qui a fait du vrai universalisme, le vrai, tu sais, autour des valeurs et de l'énergie. Parce que l'Amérique, c'est de l'énergie, tu sais, c'est vraiment, allez, on fait des grandes routes, on fait 8 fois 8 voies, tu vois, on y va, tu vois. Bon, on va décaler les Indiens au passage, si tu veux, mais il n'y a pas de petits sacrifices quand on veut faire de grandes choses. Donc, et puis c'est bon, voilà. Donc, si tu veux, non, mais je dis ça parce que c'est vrai que c'est aussi ça un peu l'Amérique, mais si tu veux, un moment, c'est la valeur. Or, si tu veux, aujourd'hui, on a une droite qui veut se segmenter, nous en France, hein, autour soit d'un périmètre racial, ce qui est infaisable. Ce qui est infaisable. Ils sont très très peu. Et puis ça jacte beaucoup. Soit un périmètre de valeurs qui n'ont pas été dictés. On te dit qu'il y en a, tu sais, c'est la fameuse valise vide. Oui, bien sûr. On te dit la France, bon, d'accord, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ils n'ont rien à te dire, ils n'ont rien à te proposer. Voilà. Ils ne savent pas pourquoi les paysans sont montés à Paris. Tu vois, moi, en plus, je ne suis pas du tout d'extraction paysanne. Hein. Moi, je suis né dans une petite ville de la banlieue de Toulouse. Je suis un enfant de la classe moyenne. Mais par contre, je suis au courant de ce qui se passe pour les paysans de mon secteur. Tu vois. Évidemment. Voilà. Je ne suis pas en train de dire, pour avoir la légitimité, il faut être.
Je veux dire qu'en fait, quand tu veux être un porte-parole, quand tu veux amener des choses, il faut que derrière tes bases, ce soit autre chose que j'ai regardé telle vidéo d'un tel sur tel sujet et telle autre vidéo d'un tel sur... Il faut que tu sois sorti dehors un petit peu, tu vois. Bah ouais. Et on a une énorme carence de ça. Donc moi, je pense que pour refabriquer du français, il faut exactement, c'est ce que tu as dit, il faut reformer. Il faut refaire des types qui sont dans des trucs prégnants. Tu vois, tu parlais là tout à l'heure en off, tu me parlais des bœufs bourguignons, des rendez-vous autour d'une ripaille, tu vois. Il y en a qui commencent à le faire, mais c'est super ça. Aujourd'hui, je pense qu'on refabrique plus des Français avec des mecs. Tu sais, Grand Gaulois, là, tu suis un petit peu. Ouais, Grand Gaulois, lui, j'aime beaucoup. Lui. Mais Grand Gaulois, aujourd'hui, il fait un meilleur boulot de refrancisation que n'importe quel média, si tu veux, parisiano-parisien, de droite. Totalement. Il nous montre comment battre le beurre en Normandie ou en Bretagne. Tu vois ce que je veux dire ? Mais là, ça y est, il te transporte, il te propose un truc. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un petit truc. Mais la France, c'est plein de petits trucs. Et la France, c'est plein de petits trucs. Qui font des grands trucs. Tu vois ? Les États-Unis, c'est très très peu de trucs qui font des grands trucs. Tu vois ? Nous, on a plein de trucs qui font des grands trucs. Tu vois ? Donc, si tu veux, il faut refaire du français. Et aujourd'hui, je suis désolé, je vais passer pour un blaireau, mais tu vas refaire du français. Il faut relire les classiques. Il faut aller faire de la rando. Il faut bouffer correctement. Et il faut bien s'entourer. Voilà. Quand ton français suivant, ton prochain au sens christique du terme, mais là c'est ton prochain en termes de citoyenneté, c'est un conseiller en communication de droite, tu vois, avec un impair Canada Goose, si tu veux, il y a un problème. Bon, j'ai rien contre les mecs qui mettent du Canada Goose, mais tu vois tu vois, quand ton français prochain, c'est un sarkozyste qui se remet la mèche en te disant bon, il y en a plein le cul des noirs, tu vois, c'est pas possible, c'est pas ça la France. Non, la France, c'est autre chose qu'il y en a plein le cul des noirs. Hein. Enfin, je pense qu'on a quand même prouvé qu'on a fait de bien plus grandes choses que ça, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Donc pourquoi passer par ce prisme-là pour retrouver la France, tu vois ? Surtout qu'objectivement, quoi qu'on en pense, le racisme réel est toujours infinitésimal en France. Ah oui, bien sûr. Si tu veux, si tu veux, ça n'a jamais pris chez nous, ça ne prendra pas chez nous. Sûr. Enfin, si tu veux, toute l'Europe, à l'exemple de l'Allemagne, se jette sur les communautés juives. Nous, pendant ce temps-là, on est l'île en bloom, tu vois. On est... Et d'ailleurs, il faut quand même se rendre compte que toutes les idéologies racialistes que l'Europe voit naître à la fin du 19e siècle sont à la base, elles sont germano-anglaises, elles sont centrées contre quoi ? Contre la conception française et révolutionnaire de la nation, parce qu'il fallait bien trouver quelque chose contre. Alors après, un petit bémol, c'est qu'on est les hygiénistes, nous les Français. Alors, on a eu ça, si tu veux. On a eu ça. Mais, prends les grandes figures nationalistes françaises. Oui, mais tu as raison. Barrès est un oriental, Maurras un méditerranéen, Gobineau un asiatique. Si tu veux, tu vois, tu lis Fichte et Herder, la civilisation et la germanité sont équivalentes, et au-delà, point de salut. Tu vois, c'est, si tu veux, chez nous, une conception comme celle-là n'a jamais pris, pour une raison, c'est que la France est une œuvre de volonté. Et sa perpétuation est une œuvre de volonté. C'est aussi pour ça que le nationalisme français est tellement exigeant, parce qu'en réalité, la France sera perdue quand on aura baissé nos frocs. T'as des peuples, ils seront perdus quand ils feront tellement plus assez de gamins qui disparaîtront d'un point de vue mathématique. Nous, on aura perdu quand on aura décidé de lécher le sol. Tu vois, c'est l'exigence qu'est la France. Tu vois, comme la France n'était pas un donné, elle est un combat. Et le combat s'arrête, comme c'est un combat historique, il recommence éternellement. C'est pour ça aussi que c'est épuisant d'être nationaliste français, parce que ça s'arrête pas. Ouais. Par contre, si tu veux que le combat s'arrête, il suffit de te rendre. Tu vois, il y aura bien quelqu'un pour venir te marcher dessus. Hein. On trouve toujours quelqu'un pour venir te rouler sur la gueule. Tu vois, mais c'était une évidence pour nos anciens. Tu vois, or, aujourd'hui, tu as toute une part de la droite qui, exactement comme les mondialistes, veulent que la France se dissolve parce que la liberté est trop lourde à porter. Tu vois, parce que être un adulte, ce sont des modernes au sens où la figure que la modernité dégénérée déteste le plus, c'est l'adulte. Ils ne veulent pas être des adultes, donc ils veulent juste qu'on leur donne leur fantasme adolescent à eux, vu que tu vois, la gauche a un fantasme de l'enfance, la droite a un fantasme de l'adolescence, tu vois, et eux ils veulent être des ados,
Tu vois, ils ne veulent pas d'un discours responsable. Et pour eux, il faut que la France se dissolve. Alors, tu as ceux qui disent il faut qu'elle se dissolve dans un grand Occident ligué par Musk, comment dire, derrière Musk, comme ça, on va laisser la Terre à Mokhtar et nous, on va les conquérir la Lune. Tu vois, tout ça, c'est pas de la suite, c'est de la fuite dans les idées, c'est de la fuite dans l'imaginaire. Mais tu vois, pas un imaginaire justement nostalgique, tu vois, parce que la nostalgie, qu'est-ce que c'est ? Régis Debray, qui a quand même combattu aux côtés de Guevara, tu vois, lui, c'est ce que c'est d'être torturé, d'avoir un Kalachnikov, etc. Tu vois, on aime Guevara, on n'aime pas Guevara, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut y aller dans la jungle avec un Kalachnikov, tu vois. Et il le disait bien, il disait, mais tous les grands révolutionnaires que j'ai connus étaient de grands nostalgiques, parce que, si tu veux, la nostalgie, c'est pas de vouloir faire revenir une époque, c'est de vouloir faire revivre un type d'homme. C'est ça, la nostalgie. Ça n'a rien à voir avec le passéisme. Le passéisme, c'est... Oui, c'est stérile, le passéisme. À un certain âge, les raideurs ont changé de sens, tu vois. Ouais. Et donc, tu dis, comme tu peux plus, tu dis, c'était mieux avant. Oui, ce qui, dans ton cas à toi, est vrai. Mais ça, c'est pas la nostalgie. Ça, c'est le passéisme. C'est pas la nostalgie. Tout à fait. La nostalgie, c'est de vouloir faire revivre une énergie et un type d'homme qui t'a fait sentir plus humain à une époque. C'est ça, la nostalgie. Tu vois, c'est une volonté de recouvrer une chaleur. Or, beaucoup de... Tu vois, je n'ai rien contre l'accélérationnisme, le technofuturisme. Je dis juste que pour la plupart, vous parlez de technologies que vous ne maîtrisez pas, que vous ne maîtriserez jamais. Vous voulez l'homme augmenté parce que vous sentez que vous êtes des hommes diminués et que vous ne l'assumez pas. Et en réalité, vous n'y arriverez pas. Et c'est aussi parce que vous savez que dans le monde tel qu'il est, avec tous les nôtres tels qu'ils sont, vous n'y arriverez pas parce que vous n'aimez pas les vôtres fondamentalement. Donc vous voulez une sorte de truc hiérarchique, néo-féodal de mes deux, etc. Parce que vous dites, ça y est, je suis enfin choisi, je vais enfin sortir du rang. Mais vous allez sortir du rang de quoi ? Vous allez sortir du rang des prolos. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est pas pour votre peuple que vous vous battez. Vous vous battez exactement comme le petit bourgeois de gauche qui se bat juste pour être un peu au-dessus de la masse des retraités de l'éducation nationale, des mères célibataires et des employés Uber dont il s'estime être le porte-parole. C'est-à-dire, vous êtes notre SOS racisme à nous. Vous êtes nos grands frères à nous. On n'a pas besoin de vous, pas plus que la banlieue n'a besoin du Parti socialiste. Ouais, tu vois, exactement. En réalité, on est dans une grande Benoît Hamoncisation de la droite française, tu vois. Mais parce qu'aussi, si tu veux, bon, le problème, c'est que, en fait, il faut des représentants au mouvement. Alors, les Gilets jaunes en ont vachement pâti parce qu'il y avait de tout et de n'importe quoi, ça a été instrumentalisé de manière exceptionnelle, et puis finalement, ça a été détruit comme ça. Bon, il faut quand même des gens qui viennent et qui prennent... Le problème, si tu veux, c'est qu'on est en plus dans une nation où les chefs qu'on produit ou qu'on sécrète, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut utiliser, mais les chefs qu'on finit par avoir... ne sont jamais... mais ça, c'est le côté ENA, c'est le côté... On est dans un pays de hiérarchie, si tu veux. Totalement. On est dans un pays de caste depuis toujours. Oui, tout à fait. Et si tu veux, la République a fait semblant que c'était l'abolition des castes. Or, c'est devenu encore plus les castes. Parce qu'en fait, avant, on t'expliquait qu'il y avait des castes qui étaient immuables, on te le disait d'entrée, et on te disait, à l'intérieur de ta caste, par contre, tu as de la mobilité, de simple compagnon, tu peux devenir maître artisan. Bon, voilà. Et de simple serf, tu peux devenir propriétaire terrien et paysan bourgeois. Bon. Et en fait, si tu veux, l'énorme problème qu'on a, c'est qu'on est resté dans un pays de caste. Et il y a aujourd'hui une énorme... un énorme conflit, c'est que les mecs savent pas trop s'ils luttent pour leur trajectoire personnelle ou s'ils luttent pour leur pays, si tu veux, tu vois. Et il y a une espèce d'imbroglio qu'ils n'ont pas totalement résolu, tu vois, pour savoir où est-ce qu'ils en sont, et je suis pas sûr qu'eux-mêmes savent réellement où ils en sont, tu vois, parce que des fois, je vois certaines trajectoires, et je vois que des mecs se placent, je vois qu'il y a une rente qui commence à arriver, la rente de la peur dont tu as parlé, tu vois, et je me dis, au final, la France, c'était quelque chose de très annexe, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de respect pour le type qui l'a fait vivre de manière tout à fait, comment te dire,
c'est pas péjoratif dans ma bouche, mais sans envergure, tu vois, au détour d'une petite vidéo, que le mec qui arrive, qui vient haranguer, alors ils haranguent pas trop parce que c'est plus trop les sociologies qu'on a, hein, mais ils viennent sur BFM TV dire à quel point les Arabes sont des Arabes, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, mais merci beaucoup. Je veux dire, on avait remarqué. Bon, et si tu veux, je me méfie beaucoup. Ces profils-là. Mais ils vont c'est toujours pareil. Ils vont s'auto faire disparaître. C'est pas très français ce que je dis, mais parce qu'ils ont pas l'envergure qu'ils pensent avoir. Ça aussi, c'est un énorme problème. Tu sais, t'as plein de mecs qui se surestiment. Hein. Oui, ça, c'est un très très gros problème dans notre milieu. C'est que t'as beaucoup de gens dans notre milieu qui pensent que leur place est à tel endroit et elle n'est pas du tout là, tu vois. Et en fait, ils n'ont aucune base. Tu l'as dit. Ils ont très très peu de capacité de proposer un projet. Parce qu'effectivement, De Gaulle, c'est un tankiste. Il y a tout le background, tu vois, quand même. Bon. Là, on a des mecs, c'est vraiment des produits, sortis d'usine, tu vois. T'as encore le plastique, ça sent le neuf, comme avec une nouvelle bagnole, tu vois. Ouais, totalement, ouais. Et tu te lasses très vite d'une bagnole qui sent le neuf, parce qu'au bout d'un moment, ça sent plus le neuf et elle perd un peu de sa superbe, tu vois. Et tu commences déjà à regarder d'autres modèles. Donc, si tu veux, ces mecs-là ne vont aboutir à rien. Je pense vraiment que la France va renaître par la médiocrité de ceux qui ont divorcé d'elle. Qui soient de gauche ou de droite, hein. Ils vont prendre le même mur, qui est le mur du réel. Ouais, je pense qu'il va. Voilà. Et puis là, les hommes de bonne volonté, avec ceux qui auront recommencé à être des Français, qui se seront donné cette peine-là et qui auront fait ces efforts-là, on va rebâtir le pays. Maintenant, je pense que notre marge de manœuvre, elle est très réduite. Il faut continuer à produire de la France, parler de la France, célébrer la France intellectuellement, dans ce qu'elle a produit gastronomiquement, dans le paysage, dans tout ce que tu veux. C'est ça notre mission. Moi, c'est ce que je vais continuer à faire. Et je crois que vraiment, tout ça va s'autodétruire. Tu sais, cette gauche complètement hors sol, cette droite hors sol va s'autodétruire. Et en plus, comme tu l'as dit, ce sont des opportunistes. Et quand la France en caniveau, ils vont essayer de la ramasser, ça ne va rien donner du tout. Je pense que c'est le point où on est ensemble sur ce on est arrivé en tout cas au même point par des voies qui ne sont pas nécessairement les mêmes, mais ça, peu importe. Si tu veux, c'est que je pense aujourd'hui, sans d'ailleurs, médire sur mon travail antérieur ou celui de mes équipes, le problème n'est pas là, c'est que on peut hurler sur la vocation de prof plus ou moins ratée qu'à la mienne, tu vois, mais ce que je pense aujourd'hui, c'est que, tu vois, tu as donné l'exemple du petit Gaulois, tu vois, le grand Gaulois. Le grand Gaulois, tu vois. Et c'est vrai que aujourd'hui, tu vois, tu as tu as plus de chair dans ces trucs-là que dans une intervention sur BFM, que dans des exercices auxquels je me plie, hein, moi, mais qui sont des exercices qui sont là avant tout pour sécuriser une part de public à laquelle on ne parle pas, à laquelle on dit « nous ne sommes pas les monstres que vous imaginez ». C'est tout. Oui, tu vois, il y a ce travail-là quand même. Oui, tu vois, moi, tu vois, je sais très bien que je n'éduque personne par les interventions médias mainstream. Je leur dis juste, contrairement à ce que M. Reichstadt vous dira, ou à ce que... je suis pas si vous voulez, en 43 sur le Mirador, non, vous ne m'avez pas vu, j'ai un alibi. Mais objectivement, il faut redonner un feu français, un feu sacré français, à une part de la génération qui va nous suivre, qui, avec nous, parce que ça va être les deux générations qui vont tout prendre dans la gueule, parce que tout simplement, le système est fait d'horloges qui vont arriver à l'heure à peu près en même temps, malheureusement. Tout à fait. Tu vois ? Tout à fait. Donc, si tu veux, et moi je le dis, tu sais, il y a une phrase dans l'Évangile que j'aime beaucoup. Alors, c'est très drôle, parce que souvent, c'est pas la phrase qu'on aime le plus dans l'Évangile, c'est que son sang retombe sur nous. Moi, tu vois, aujourd'hui, c'est à l'heure où nous enregistrons, toi et moi, c'est la journée mondiale des fils, aujourd'hui. Tu vois, et moi, j'ai un petit garçon. Et, je suis fou amoureux de mes deux filles, mais j'ai quand même mon petit bonhomme, tu vois. Et bon, mon frère cadet dans notre marine de guerre, donc il est tout à fait possible qu'un jour il puisse devenir soldat, tu vois.
Et je me dis, je veux que le sang de ce système retombe sur moi, quel qu'en soit le prix, parce que sinon, ça retombera sur lui. Tu vois, et j'aurais balancé la patate chaude, comme les 2 générations précédentes nous ont légué la patate crevée. Nos chers boomers. Comme nos boomers nous l'ont légué. Mais le problème, c'est qu'on n'aura pas valu mieux, parce qu'on se dira, allez, on grappille encore un petit billet. Tu sais, c'est toujours... Tu vois, les fins de civilisation, c'est des mecs qui poursuivent les courbes. Tu vois, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, tu vois. Horrible. Tu vois, et c'est ça, une fin de civilisation. Et le problème, c'est que je préfère encore que ça me retombe sur la gueule, parce que j'ai 3 enfants, tu vois. Moi, d'un certain côté, c'est aussi l'avantage de pas... Alors, attention, je parle à titre collectif, je parle pas du tout à titre individuel. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un vrai père à l'ancienne, et moi, j'ai toujours eu une relation fusionnelle avec mon père, tu vois. J'ai pas fait de crise d'adolescence, tu vois, j'ai vraiment pas le genre, tu vois. Mais à titre collectif, on a tellement peu eu de pères qu'on a été obligé de devenir les grands frères pour une partie du milieu national qui a été le nôtre, tu vois. Moi, je me suis pas mis dans la formation, le cercle Aristote, pour faire carrière, tu vois. Je me suis mis parce que les gamins de mon lycée à Mortagne-au-Perche, tu vois, à Plouckland, je voyais cette envie de France qu'ils arrivaient à peine à verbaliser quand j'étais dans la cour du lycée. Quand j'arrive à Paris, je me dis, il y a un avantage ici, c'est qu'il y a des mecs qui peuvent parler de la France d'avant, et il faut que je fasse le lien de génération, vu que nous, ceux qui devaient être nos grands frères dans le milieu souverainiste, on fait des carrières strictement individualistes. On leur a tout donné. Tu vois, c'est des mecs de 40, 50 ans aujourd'hui, enfin plutôt de 50 à 60 ans aujourd'hui. Ils ont été les derniers un peu châtés. Tu vois, et nous, quand j'arrive à Paris, les nationaux n'ont rien. Tu vois, à l'exception de la F, il n'y a rien. Rien de rien. Donc, moi, si tu veux, j'ai d'abord décidé de faire cette œuvre éducative pour dire, il faut qu'il y ait un passage de témoins. Il faut qu'il y ait un passage de génération. Et je pense qu'aujourd'hui, et ça, je m'en suis rendu compte, tu vois, en parlant de la dette il n'y a pas longtemps, c'est qu'on a toute une nouvelle génération pour qui, en 2005, ils n'étaient pas là. Ces combats-là, ils ne les ont pas faits. Et là, on a de la chance de pouvoir... Parce que, tu vois, toi, on ne t'a pas tout volé. Tu as eu Toulouse. Moi, on ne m'a pas tout volé. J'ai eu ma Normandie, j'ai eu mes tartines, tu vois. Ouais. Eux, ils n'ont plus rien. Ouais, c'est vrai. Ça, tu vois, eux, ils n'ont plus rien. Et c'est là où nous, on doit se dire, nous, on a eu notre chance. Maintenant, on est responsable, on est des adultes. On va s'occuper d'eux, on va leur donner ce qu'on sait de la France d'avant, tu vois, pour qu'ils prennent leur place dans la chaîne de transmission. Personne ne le fera, mis à part nous. Personne ne le fera. Déjà, premièrement, parce que comme me l'avait dit un grand chef du camp national, c'est bien ce que vous faites, c'est trop ingrat pour nous. Et voilà, nous, on doit faire ce qui est ingrat. Et ce qui est ingrat, c'est de dire aux gamins, voilà ton bagage, enfin voilà ta valise, remplis-la, et tu sauras pourquoi tu te bats au bout de... Tu sais, c'est un peu comme dans l'histoire sans fin, au bout du dernier souvenir, tu vois. Tout à fait. Tu vois, c'est le... Je pense, moi aujourd'hui, je vois le combat comme celui-là, ce qui n'est pas du tout un combat de passé, je veux leur rendre l'énergie de se projeter, tu vois. Ce que toutes les analyses du monde ne leur donneront pas, parce qu'elles sont anxiogènes. Ouais, bien sûr. Ils baignent dans un truc. Et ce que tout le ressentiment du monde ne leur donnera pas, parce que le ressentiment crée des petits mecs, que personne ne se battra pour les petits mecs, que personne n'a envie de le devenir, et que la plupart des gamins diront, si c'est pour devenir, si tu veux, un gnome d'hygiénique, qui te parle de la pureté de la race, de la pureté d'une race qui n'a pas voulu de lui. Tu vois, j'ai plutôt essayé d'engrosser une nana de quelque origine, peu importe, du moment qu'elle me donne de beaux enfants, et je vais faire ma vie. Le problème, c'est que ce type-là, qui a un raisonnement sain, le système, vu l'état dans lequel le système est, le système ne le laissera pas faire sa vie. C'est pour ça que lui, on doit l'armer, que malheureusement, il sera à l'extérieur des milieux qu'on a trop fréquenté, toi comme moi, qu'il appartiendra à la rue, qu'il appartiendra à la France d'en dehors du ghetto, quoi. Alors moi, tu vois, de manière très concrète, c'est très brillant ce que tu dis et je te rejoins là-dessus, hein, je pense que c'est vraiment ça. Moi déjà, je veux qu'ils changent de clergé. Alors je sais que toi, t'es pas trop, voilà, t'es pas trop pro-clergé, mais tu vois, il y a un clergé qui vient et qui leur fait la messe. Mmh.
auquel on a participé. Moi, j'ai fait partie de ce clergé. C'est-à-dire que tu arrives, tu dis un certain nombre de principes évangéliques de droite, de notre Bible droitarde, tu vois. Et puis, ils communient dans la peur et la détestation, tu vois. Et puis, ils rentrent à la maison et ça a fait du bien. Il y a eu une expérience cathartique, tu vois. Tout à fait. Bon, on l'a pas fait dans un écrin gothique ou roman, tu vois, donc c'est un peu nul. Et moi, j'aimerais leur dire, puisque vous avez soif de clergé, ce qui est normal, C'est normal. même les gaullistes ont un clergé, en Bien réalité. sûr, totalement. Et des saints. Évidemment. Moi, ce que je leur propose, de mon point de vue, puisque moi je suis catholique, si tu veux, c'est de leur dire arrêtez de vous raccrocher à un clergé qui vous vend de la peur et du repli sur soi, et allez voir un clergé qui vous vend de l'espoir et de la distance avec ce monde qui est en train de vous manger et qui vous empêche de faire votre avenir. Oui, il y a des tempêtes. Oui, le bateau tangue. Oui, la civilisation est beaucoup moins agréable que si on l'avait reçue peut-être 60-80 ans auparavant, comme nos parents, c'est sûr. Mais si tu veux, il ne faut pas oublier qu'on est là pour vivre nos vies d'hommes, et qu'il existe un clergé qui ne nous vend pas ça, tu vois. Ça, c'est pour le volet que moi, j'essaie de mettre maintenant, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis vraiment... Tu vois, tu me disais qu'il y a des gens à droite qui s'interrogent sur ma trajectoire, mais évidemment que ça ne leur parle pas, puisque je suis en train de proposer de rattacher leurs ouailles à un ancien clergé, pas un nouveau clergé, à un ancien clergé qui a toujours existé, qui, eux, va leur vendre de l'espoir et une sorte de pérennité, de tranquillité, tu vois. Parce qu'en fait, après tout, tu te raccroches à quelqu'un qui a été supplifié, qui a été, amené au bout du paradigme sacrificiel et qui renaît. Tout à fait. Et c'est ce que j'espère pour mon pays. Bien c'est sûr. qu'après tous ces sacrifices, tous ces crachats, tomber une fois, tomber une deuxième fois, relever, calomnier, fouetter, il y aura une résurrection. Tu vois, je crois profondément en ça. Donc si tu veux, c'est pour ça aujourd'hui que j'ai plus très bonne presse dans ce milieu, parce que je veux qu'on change de clergé. Ça ne doit plus être, je vais faire du name dropping, je suis taquin, il faut que je le fasse. Ça ne doit plus être la Briens chez Hanouna qui vous dit que ça va être pour 2027 la résolution des problèmes, tu sais, oui, comme un petit calendrier de Noël. Tu sais, tu ouvres une première fenêtre, tu as un chocolat. Et puis tu ouvres la deuxième semaine, et tu sais combien il y a de fenêtres de chocolat en 2027, il y en a plein. Donc on a le temps de devenir obèse et diabétique entre-temps, tu vois ce que je veux dire. Mais attention, le 25, il y aura le gros cadeau, le 27. Oui. Et si c'est pas ce Noël-là, rassurez-vous, ce sera le Noël suivant. Ce sera Noël suivant. Ce sera la prochaine élection. Voilà. Donc on te redonnera un calendrier avec ton petit chocolat. Voilà. Donc, sachant que chaque chocolat est une intervention vidéo. Oui, bien sûr. D'un tel qui tweet pour te dire qu'on va aller sur la Lune avec Elon Musk. Qu'on est sur la Lune avec Elon Musk. Que les Arabes sont des Arabes, tu sais. Donc tu auras un petit chocolat tous les jours. Et puis si c'est pas ce Noël, ma foi, ton vélo, tu l'auras le suivant. Et si c'est pas le suivant, rendez-vous dans le 10 Noël, tu vois. Tu comprends le dire. Bien sûr. Et entre-temps, t'es devenu apathique, obèse et diabétique. Bah oui. Et t'es mort, tu vois. Voilà. Donc moi, si tu veux, j'en ai marre de cette médiocrité. Je ne veux plus être associé aux médiocres. J'en ai marre de ces gens qui n'ont aucun humour, aucune finesse. Moi, j'étais venu avec une proposition d'humour au début, tu vois. Oui, tout à fait. Et je veux qu'on arrête avec la médiocrité. Et écoute, quitte à se fâcher avec tout le milieu, je préfère qu'ils aillent écouter l'abbé Raffray que comme il s'appelle l'autre là, tu sais, Cyril Hanouna, tu vois. Oui, bien sûr. Voilà. Mais si tu veux, je vais te surprendre. Moi, l'avis que j'ai vis-à-vis du clergé est très net. Moi, si tu veux, je suis retourné volontairement, moi, si tu veux, et j'aurais pu en plus conserver la foi catholique, qui est la religion de ma famille. Mon frère est catholique pratiquant, enfin, mon frère aîné, c'est la religion de ma mère, enfin... Moi, si tu veux, je suis allé vers un culte extrême-oriental pour des raisons personnelles, qui ne m'a jamais été demandé par mon épouse, et j'aurais pu rester catholique en étant bouddhiste, vu que la première leçon... Bouddha, c'est vraiment une religion d'homme. Parce que Bouddha a 3 leçons. 1, il n'est pas Dieu. 2, le bouddhisme disparaîtra. 3, tu vas mourir. Prépare-toi. Tu vois, c'est pas super, il n'y a pas d'interdit sexuel, je peux faire la toupie thaïlandaise, tu vois, parce que 90% des Blancs pensent du bouddhisme. Ouais, complètement. Tu vois, ça serait plutôt l'hindouisme, ça, d'ailleurs. Tu vois, oui, voilà. Oui. Or, après, tu couches avec des éléphants à 6 bras, si tu veux, c'est le problème. Et on parle pas trop, Strauss-Kahn vient de prendre une carte de membre. Ah oui. Et tu vois, j'ai fait ce choix-là parce que je voyais dans une part de l'église conciliaire quelqu'un qui a fait le deuil de mon pays. Moi, j'ai écouté les enfants. Oui, et moi, si tu veux, ça m'a fait un choc quand j'ai vu des camarades à moi qui sont de fervents catholiques, à qui on a refusé les sacrements à cause de leurs idées politiques. Moi, je l'ai dit au petit curetton,
Alors toi, tu me fais pas ce coup-là, toi. Ouais. Parce que si tu veux, déjà, tu portes pas soutane, t'es habillé en clergyman, donc autrement dit, t'es habillé comme un employé de pompe funèbre, tu vois, t'as même pas la soutane qui faisait l'homme de respect, tu vois, t'as même pas ça, tu vois, mais tu me craches à la gueule de cette manière-là. J'oublierai jamais un de mes amis qui a été candidat pour un certain parti innommable de l'abomination de la désolation. C'était un mec quand même qui va à la messe plusieurs fois par semaine, hein, tu vois, qui est vraiment un catholique pratiquant. Et un jour, on lui refuse la communion. Chez toi, Moignon, enfin de Curton, tu me fais pas ce coup-là. L'avantage, c'est que je suis un mec d'extrême gauche par rapport à ce que pense le bonze de base. Hein. Tu vois, parce que oui, c'est vrai. Voilà, oui, je te le dis. Le bonze de base, le progrès, il est pas prêt. Ouais. Non, mais il est vraiment pas prêt. Tu vois, donc le LGBTisme, ils sont pas prêts. Oui, d'ailleurs, les sociétés du Sud-Est asiatique, de ce point de vue-là, ont été beaucoup plus résistantes à cette merde-là que l'Occident. Ah bah, si tu veux, et puis le jour où... Alors, évidemment, l'acide est le même pour tout le monde, et ils essayent d'attaquer la famille. Le problème, c'est que la famille tient là-bas. Ouais. Et je veux dire, si tu essayes de leur imposer ça, je veux dire, là, ils sont adorables, mais quand ils passent en mode violence... Ah, je sais bien, ouais. Accroche-toi, Jeannot, ça va souffler. Et si ça te souffle dessus, t'es mort. Ouais. Tu vois ? Donc, si tu veux, moi, j'ai fait un cheminement individuel. Mais si l'Église le voulait, moi, mon problème, c'est que l'Église, pour l'instant, ne le veut pas. Sauf des parts qui sont en contravention avec Rome. Mais si il y avait un mouvement de réévangélisation, je serais tout sauf contre. Ouais, moi, sûr. Si tu veux, je serais tout sauf contre. Moi, tu vois, l'homme que j'ai le plus aimé dans le clergé actuel, c'est l'abbé Guillaume de Tanoirne, pour qui j'ai une pensée affectueuse parce qu'il est dans un malheur d'homme au moment où nous parlons. S'il avait eu plus de prêtres comme lui, je me serais reconverti. Ouais, le problème, si tu veux, c'est que quand tu croises un mec qui utilise sa fonction de prêtre pour faire du macronisme, pour faire du droit de l'homisme et du macronisme, tu te dis que tu n'as pas... Moi, je peux le confesser, hein, je lis assez souvent, je suis historien des idées, donc je ne peux pas avoir du mépris pour le continent intellectuel qu'est le christianisme, faut être cinglé. Et je le dis, devant certaines incarnations, soit picturales, soit filmées de la Passion, moi, il m'est arrivé, je le dis, c'est pas d'une virilité hors norme, mais il m'est arrivé de chialer. Parce que je me dis, est-ce qu'on se rend compte ? Moi, j'ai lu même des trucs de médecins légistes sur est-ce que les blessures de la Passion sont possibles. 1, c'est possible. 2, on lui a tellement fait mal qu'il a fait quelque chose qui est possible physiologiquement. Tu sais, t'as les vidéos, tu sais, du médecin légiste belge qui l'expliquait. Je connais bien. Il s'est mis à suer du sang par la douleur. Est-ce qu'on se rend compte ce que ce mec-là a vécu ? Et ce mec-là n'a pas vécu ça pour qu'un connard de clergimal droit de l'homiste vienne me dire ton devoir d'inclusivité est un devoir de fraternité. Alors, je t'emmerde. Je te rejoins à 4000%, et c'est pour ça que moi, si tu veux, qui n'ai pas d'autorité, si ce n'est de convaincre qu'on est dans le bon segment de ce que le christianisme a donné, tu vois, j'essaie de refabriquer humblement, tu vois, à travers mes podcasts, de rattacher des petits Français à leur histoire chrétienne et à la spiritualité chrétienne. Et tu en as entièrement raison. Mais après, je comprends parfaitement la critique que tu adresses et qui est fondée. Hein. On a une église qui est profondément en crise. D'ailleurs, c'est pour ça que ça nourrit énormément l'orthodoxie. Tu sais que l'orthodoxie bénéficie beaucoup de Français qui ne trouvent pas dans la religion catholique. Voilà, et c'est la faute. Moi, tu sais, je fais partie des gens qui se responsabilisent. C'est la faute de l'Église catholique. Enfin, et c'est la faute de ce qui est devenu l'Église. Tout à moi, fait, si tout tu à veux. Fait. Et moi, je vais te dire tout ce qui peut faire des hommes en lien aujourd'hui est bon à prendre. Et des hommes transcendés. Voilà. C'est bon à prendre. Moi, tu vois, je vois, j'ai pas le bonheur de le connaître, mais l'abbé auquel tu faisais référence, on est bien d'accord que c'est celui qui a eu cette phrase que je trouve très juste, je ne fais pas partie de la génération de chrétiens qui vous pourrez cracher dans la gueule. Tout à fait. Eh ben, tu vois, ça, par exemple, je l'ai attendu pendant 20 ans. Ouais. Tu vois, parce que le tendre l'autre joue pour prendre l'autre mollard, tu vois, si tu veux, à un moment...
Tu vois, moi, je suis allé chercher... Je ne voulais pas, tu vois, être un néo-païen à la con qui se tape des arbres, parce que ce que Sandrine Rousseau fait aujourd'hui, une certaine droite l'a fait pendant toutes les années 80. Oui, tout à fait. Tu vois, à s'enfiler des potirons, des concombres et des machins pour communier avec la nature, pour entendre Thor dans le concombre. Bélénos, tu vois, pour entendre Bélénos dans la citrouille. Tu vois, j'ai pas voulu ça parce que, si tu vois, à un moment, le ridicule doit tuer. Ouais. Mais je suis allé chercher, en Extrême-Orient, les traces d'un paganisme, donc d'une religion de la terre et des morts. Parce que le bouddhisme ésotérique est trop compliqué pour moi. Tu vois, mon épouse est pratiquante. Quand je vois... Tu vois, c'est l'exégèse de l'exégèse, comment bien se préparer à sa mort, etc. C'est une religion, ça peut être d'une tristesse sans nom. Hein. Mais le bouddhisme exotérique, c'est une religion de la famille et de la terre. Moi, je suis allé chercher ça, tu vois. Alors, c'est basique, c'est la base de la religion primaire. Oui, mais ça, au moins, ils ne nous l'enlèveront pas parce qu'ils peuvent pas. Pas de volonté. Ils peuvent nous enlever beaucoup de choses, mais ça, ils peuvent pas. Et je pense qu'un sentiment religieux, à la base, c'est ça. Tu vois, et ensuite, tu le magnifies, t'en fais des cathédrales, etc. Quand t'as l'énergie en toi. Mais je suis allé chercher ça. Mais si... et moi, je prie pour que des hommes comme toi y arrivent et rattachent des petits Français à ça. Espérons. Parce que je pense que ça ne passera que comme ça. Par contre, sauf changement, il faudra le faire. C'est horrible à dire, la charge qui sera la nôtre. C'est que il faudra relier des hommes contre l'Église et recréer du patriotisme contre les rentiers du patriotisme français. Tu vois, ce qui est horrible à dire, c'est que finalement, toutes les structures nous ont trahis. Tu vois, tu vois, c'est le... Mais c'est pas grave, tu vois, c'est... si tu veux, si les murs sont branlants, autant les abattre. Ouais, mais regarde, ça nous met dans une position qui est merveilleuse. Qui a été trahi par tout le monde, tu vois ? Le Christ. Donc en fait, parce qu'à un certain moment, quand tu vis, si tu veux, t'as deux personnages qui me viennent en tête. Tu as Pierre, qui se fait alpaguer là un peu, là. Bien sûr. Mais tu le connais, lui. Non. Tu sais, avant que le bloc ne le rechante, tu m'auras renié 3 fois. 3 fois. Donc si tu veux, il y a ça. Et puis il y a le mec qui est chahuté, très désagréable, mais qui rentre chez lui. Et il y a le type qui est vraiment, voilà, il est dénudé, il est frappé, il est supplicié, il est anéanti. Bon, et lui, il ressuscite, tu vois, l'autre non. Et si tu veux, la position christique, c'est génial parce que c'est le moment où pratiquement, alors je sais que c'est un esprit des fois qui a débordé, mais ça te donne cette capacité du moment où tu es vraiment détesté de plus, tu sais que tu es à ta place dans ce monde complètement, tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, on tient le bon bout. Tu vois, quand tu multiplies les ennemis et les mecs qui sont pas contents que tu viennes dire certaines choses, si tu ne fais pas consensus, c'est plutôt bon signe, tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc, moi, je suis très, très content des virages que j'ai pris, qui ont désappointé pas mal de monde, tu vois, parce que j'ai arrêté de donner certains gages. Mmh. C'était très important pour moi. Et c'est tout d'arrêter qu'il y ait des personnes qui puissent penser qu'il y a un lien invisible qui nous retient. Ouais. Bon, ben, même le lien invisible, je l'ai coupé. Il n'existait pas, mais je l'ai quand même coupé, tu vois, parce que je ne veux pas que subsiste de possibilités qu'on croit qu'on appartient à la même engeance, tu vois, et au même camp, et qu'on soit sur la même bannière. Donc, si tu veux, moi, avec cette doctrine un peu chrétienne, ça ne me dérange pas de me retrouver étant un petit peu tributaire de toutes les vindictes, tu vois. Si t'as les racialistes sur le dos, si t'as les macrono-droitards sur le dos, si t'as les gauchos sur le dos, de mon point de vue religieux, si tu veux, tu tiens le bon bout. Et je voulais te poser une question qui n'a rien à voir avec tout ça, mais peut-être tu connais. Tu sais qu'il y a un phénomène chez les moines bouddhistes où en fait ils meurent, on ne sait pas exactement le moment où le cœur arrête de battre, et il reste chaud et il ne se décompose pas pendant une certaine durée. Tu connais ce... Je vois de quoi tu veux. Alors je vois de... C'est Dieu, je vois alors, ça fait partie, si tu veux, des grands mystères mortuaires de l'Asie. Moi, il y en a un qui me frappe encore plus. C'est... alors, les Incas l'ont connu aussi, mais par exemple, tu as des cultes comme ça dans l'ancien Japon. Tu vois, c'est l'automomification. Ah oui, exact. C'est-à-dire que tu vois, parce qu'on ne se rend pas compte que, pour eux, c'est une souffrance qu'ils s'infligent de leur vivant pour rester imputréfiés, tu vois. Et souvent, c'est en lien avec une vie de service, tu vois. Par exemple, si tu veux, par exemple, l'une des plus grandes, en réalité, tu vois, toutes les histoires qu'on se passe sur les samouraïs, en fait, elles sont faites sur la vie de 5-6 mecs, pas plus. Oui. Tu vois, Miyamoto Musashi, mais tu vois, il y en a un qui me plaît particulièrement, c'est Tetsumankai.
Il avait la garde d'une région qui a été frappée d'une terrible maladie des yeux qui frappait surtout les enfants. Ben, le mec s'est arraché un œil au couteau pour le sacrifier, pour que la maladie épargne ses pauvres. Tu vois. Et si tu veux, il fait partie de tous ces hommes qui se sont sacrifiés et qui ont ensuite eu des sortes de rites mortuaires très particuliers. Tu vois, moi si tu veux, tu vois, le problème, c'est que comme tu avais dans le temps, dans le pagano-christianisme, avant, et là je parle en tant qu'historien, je me permets, et si des chrétiens derrière cette vidéo prennent la mouche, ils auront le droit, parce que je n'ai pas le droit théoriquement de te dire ça. Moi, avant, ce que je pensais être l'erreur profonde du Concile. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une bêtise dans Vatican II, c'est de vouloir terminer la porte du pagano-christianisme qui donnait le christianisme le christianisme vivant de mes campagnes. Moi, j'ai connu les derniers pagano-chrétiens. Tu vois, c'est ma petite Maillou, c'est des gens comme ça, c'est des gens qui vivaient le Christ et qui en même temps avaient des trucs de rebouteux, de sorcellerie, de machin, de trucs, tu vois, du plus profond de la terre, tu vois, ils n'avaient pas coupé le Christ de la terre. Tu vois, et la grande protestantisation qui vient avec le Concile, elle coupe cette part, tu vois, on liquide le culte des anges, on commence à combattre certains restes pagano-chrétiens comme des restes de sorcellerie. Tu vois, l'Église, à partir de Vatican II, va jouer à ce jeu-là. Ce faisant, elle va vouloir à tout prix que le Christ devienne raisonnable. Or, je n'ai rien contre le culte de la raison. Je dis juste que si le Christ pouvait être résumé comme un homme de raison calculatoire, tu vois, si tu es de la raison calculatoire, tu n'acceptes pas qu'on te crucifie sans même avoir la décence de te briser les jambes, ce qui t'achève. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas rester, comme tes jambes ne sont pas brisées, tu vas rester pendant des heures comme ça. Tu vois, ce n'est pas un calcul raisonnable, c'est un saut de foi. Et malheureusement, une partie du concile, ça se voit d'ailleurs tu sais qu'au moment du concile, les églises sont toujours pleines. Hein. On met 3 ans à les vider. Pourquoi ? Parce que pendant 3 ans, on a encore la messe en latin, on a encore les mystères. Puis d'un seul coup, les prêtres se mettent à parler comme se met à parler le journal du soir. Ouais, là, c'est fini. Et là, tu as un choc. Tu sais, c'est dans le livre « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ». Tu vois le choc qui se fait. Et tu vois, moi, je suis content d'appartenir encore à un continent religieux où tu as des bons qui, en effet, te parlent de trucs qui t'apparaissent complètement azimutés, mais dans ce mystère, ils te font voir qu'en tant que créature, même si pour le bouddhisme, le terme créature n'est pas bon, mais en tant qu'homme, tu es un être limité, que certains mystères ne peuvent être compris que par le collectif, que certains mystères t'échapperont toujours, tu vois, alors que là, aujourd'hui, on est quasiment dans le christianisme Ikea, c'est-à-dire à chaque mystère, il y a sa notice, tu vois, si tu veux enfin, tu vois, je parle depuis l'extérieur. Théoriquement, j'ai pas le droit de dire ça, tu vois, mais tu vois, je pense que ça a fait énormément de mal. Tu vois, t'as une chanson que j'aime par-dessus tout, c'est de Serge Lama, « Je vous salue Marie ». Et il y a une phrase dedans qui dit l'homme est sans le savoir une secte à lui seul. Tu vois, et je pense que c'est très vrai. Et être soi-même un grand mystère, avec un M majuscule. Tu vois, et ça, je pense que le Concile a fait du mal pour ça. Alors, il y a 2 forces qui s'opposent très violemment à l'aune de ce discours. En moi, si tu veux, c'est le wisigoth occitan. Évidemment, tu lui parles de pagano-christianisme, donc tu as encore la possibilité de foutre des roustes à des mecs, tu vois, d'avoir le pardon et d'enfiler la peau d'ours et de péter à table, si tu veux. Hein, tu as ça. Donc, évidemment, j'ai reçu ça par ma naissance à Toulouse, le rugby et compagnie, qui sont les derniers restes de ça. Donc, quand tu en parles, il y a une part de moi qui est obligée de céder quand même à l'esthétique. Mais il y a une autre part de moi qui est le catholique castillan et qui est l'inverse. C'est l'inquisiteur. Bien sûr. Tu fais brûler des pieds, tu exposes des trucs, c'est des pancartes, tu vois, c'est ça. Bon. Donc, si tu veux, je suis tiraillé entre 2 forces, celle qui a envie de jouer avec son caca et celle qui a envie de faire des exemples. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Donc, alors, bon, parce que là, on partirait sur une autre vidéo et ça serait très intéressant, peut-être une prochaine fois. Mais tu vois, ce que tu mets dans Vatican II, alors moi, je pense que Vatican II, effectivement, est une protestantisation de la religion catholique, ça, c'est très juste. En revanche, au contraire, moi, je pense que
le fait qu'il y ait une doctrine et une tradition avec le christianisme et qu'il y ait une notice me plaît beaucoup parce que ça évite encore des phénomènes de protestantisation. Mais ça serait très long. Il faudra qu'on en reparle. Mais attention, je pense que sur le fond, on est d'accord. C'est-à-dire que quand, tu vois, la doctrine était d'autant plus dure qu'il y avait un espace du merveilleux, tu vois. Tout à fait, exactement. Or, en tuant... Le problème, c'est qu'on a tué le merveilleux et on a assoupli la doctrine. Moi, tu vois, mes grands-parents adoptifs ont été enterrés par un mec magique, un mec majestueux qui est le père Vanne-Marie, qui est ivoirien. Première chose qu'il m'a dit quand on a commencé à parler tous les deux entre hommes de foi différentes, il me dit moi j'ai un problème avec vos prêtres et avec vos ouailles. Vos ouailles ne sont pas disciplinés, vos prêtres ne sont pas disciplinés. Et tu vois, alors que lui, il vient d'un clergé africain, donc où il y a encore une part de merveilleux, parce que pour eux, le concile, c'est loin. C'est très loin. Tout ça, c'est très loin. Mais ils sont dans un christianisme qui est beaucoup plus discipliné pour les prêtres. Tu vois, les nôtres ne supporteraient pas un séminaire en Afrique. Il faut avoir la foi. Hein. Mais, je vais dire, le problème, c'est qu'on a fait taire le merveilleux et qu'on a été laxiste dans la discipline. Oui. Résultat, on a des curtons qui n'ont rien sous la soutane, pardonne-moi. Ouais, tout à fait. Non, mais ça c'est un constat que je n'ai pas honte de faire parce que justement, je te dis, je suis partisan de faire l'autocritique très puissante. C'est la seule manière de soigner le corps. D'accord avec toi. Donc voilà, mais justement, c'est pour ça que j'essaie de raccrocher. Tu sais, moi, il y a tout le vernis médiéval, enfin, qui n'est pas qu'un vernis d'ailleurs. Il y a toute la substance médiévale que j'essaie de transmettre parce que c'est le christianisme avec le droit de péter à table, si tu veux. Oui, bien sûr. Tu vois, voilà. Ah. Mais bon, je suis contre. Mais c'est le plus grand christianisme qu'on ait jamais créé. Voilà, c'est le pagano-christianisme. Mais ça finit. Non. Si. Non. Mais ça finit avec Ça finit, si tu veux, parce qu'in fine, je dis ça, mais ça finit avec Notre-Dame de Paris, tu vois. Voilà. C'est pour ça que c'est important qu'il faut qu'on se remette là-dedans. Et oui, mais de toute façon, il y a toujours Et c'est beau de dire ça le jour où les cloches ont ressonné pour la première fois. Ah oui, c'est vrai, c'est aujourd'hui. Ça y est. Ça y est. D'accord. C'est enfin. Après le fameux mégot. Oui, alors. Voilà. On en restera là, mon cher ami. Là. Bon, écoute, vraiment, merci beaucoup pour... T'es toujours le bienvenu dans la grande maison. Et puis, avec grand plaisir pour se refaire une vidéo sur la spiritualité. Ça serait avec grand plaisir. Intéressant. Merci beaucoup. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.